C'est parti, Gon. J'espère que ça roule de ton côté. Bah ouais, écoute. Je suis content que tu sois là, comme je te disais tout à l'heure. Ça fait, waouh, je pense que ça fait des années quand même en tout cas, que moi j'ai suivi par-ci, par-là, tu vois, on a tous des moments où genre il y a quelqu'un qu'on suit à fond, puis après on passe à autre chose et on revient. Et toi, bah, ça fait, ouais, on peut dire, je pense, on parle en année là. Moi, vraiment, ça me parle ce que tu fais et comment tu le fais. Et du coup, voilà, je suis super content que tu puisses être là. Et du coup, pour les gens qui te connaissent pas, parce que c'est quand même la question classique, mais je pense que ça peut être important, bah, que tu nous dises un peu d'où tu viens, ce que tu fais. Mais je crois que tu avais aussi une question pour moi, donc dis-moi. Par où tu veux Ouais, commencer? ma question c'était pourquoi j'ai pas reçu mon invitation papier? Merde. Et voilà. T'es le deuxième qui me dit ça. Tu es le deuxième et tu as bien raison, parce que c'est pas juste. Et moi, attends, là tout à l'heure, j'ai travaillé sur les valeurs de mon entreprise. J'ai pas mis justice, tu vois, j'ai pas mis. Et je devrais peut-être l'ajouter. Non, mais je te dis juste ça parce que du coup, pour entre guillemets me préparer, j'ai regardé 2, 3 épisodes et puis je suis tombé sur celui où t'expliques ton envie, ton initiative et je trouve que c'est une super idée, tu vois, et que effectivement c'est original. Je pense que de plus en plus, surtout en ce moment, les gens comme dans tout balancier. D'un côté, tu as le push vers l'IA, vers tous les outils de plus en plus automatisés, digitalisés, etc. Et tu as toujours un contrebalancier, et c'est cette envie de présentiel, de personnaliser, de bah ouais, prendre le temps, mettre l'effort, mais que beaucoup de gens cherchent aujourd'hui, tu vois. Donc je trouve que c'est une super idée et je voulais juste t'encourager vraiment à le faire parce que je vois pas comment ça peut foirer en fait, tout simplement. Alors ça peut foirer, je vais te donner un moyen de foirer, c'est d'avoir un podcast qui a très peu de vues. En ce moment, bah, justement, tu vois, cette semaine, j'ai invité Jean-Michel Caram. Je sais pas si tu regardes toi des fois la télé, mais il y a une émission qui s'appelle Qui veut être mon associé? Ça te dit quelque chose? Non, non. Je crois que t'as le même concept aux US, c'était Shark Tank, tu Ouais, vois? ça me dit quelque chose. Ouais, Shark Tank, donc c'est des mecs qui viennent pitcher devant des gros investisseurs de... C'est pas forcément une idée d'ailleurs de start-up, ils ont souvent déjà lancé le truc. Et puis ils viennent devant des investisseurs, la pitcher. Ils ont fait la même chose, le même concept en France. Et depuis quelques années, moi j'aime beaucoup suivre cette émission. Il y a justement des invités qui est Jean-Michel Caram et je voulais l'avoir dans le podcast, tu vois, parce que en fait il a une histoire personnelle qui m'a beaucoup touché. J'ai trouvé pas mal d'éléments de points communs comme ça. Et du coup, bah j'étais content parce que cette semaine, bon, il y a quelques semaines, je lui ai envoyé une invitation. Et après, il m'a envoyé un SMS. Et là, j'étais trop content parce que, en fait, je mettais mon numéro. Je voulais vraiment un truc perso. Euh, donc voilà, je me suis dit quoi de plus perso, je mets mon numéro. Du coup, là, j'étais très fier parce que, enfin, pour moi, c'était vraiment une personne importante qui me semblait vraiment dur à atteindre. Et donc, oui, ça marche. Au moins, il a répondu. Mais il m'a répondu en me demandant, dit, c'est quoi le nom de ton podcast exactement? Bon, déjà, je me suis dit, bon, il faut que je sois un peu plus clair. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Parce que le podcast, à mon avis, bah, je lui ai envoyé le lien, tu vois, il est allé regarder et il s'est dit, putain, le mec, il fait 20 vues par épisode. Il doit être super sollicité euh, pour apparaître dans plein de podcasts, j'imagine. Voilà, il faut faire un choix, même si l'invité est cool. Ça fait pas tout. Mais je baisse pas les bras. Je baisse pas les bras et puis je sais qu'un jour, je lui renverrai une invitation et puis ça va finir par payer. Mais tu lui as envoyé une invitation papier à lui ou juste un Ouais. message? Ouais, papier, ouais. Ah ok. Ouais, c'est clair, c'est un pari, mais Ouais. Après, moi, mon calcul, c'est que je me suis dit, ben, moi, je veux vraiment mettre le maximum de chances de mon côté. Et je me dis quel est vraiment le moyen de faire ça. Surtout, c'est bien, dans ton intro, c'est vraiment aussi le constat que j'ai fait. Tu vois, je me suis dit, ben, en fait, comment est-ce que moi je peux me différencier? Comment je peux faire vraiment quelque chose surtout par rapport à mon positionnement. Mon positionnement, c'est vraiment la relation, c'est la meilleure persuasion en fait. Donc, comment je peux faire? Et notamment pour avoir une bonne relation, pour moi, mon calcul, c'est une expérience client exceptionnelle. Quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui est l'exception, qui sort de la normale, tu vois. Donc, si je te fais une invitation classique, genre, bah, je t'envoie un message sur les réseaux, bah, en fait, je suis comme tout le monde. Donc, je peux pas d'un côté, ce serait incohérent. D'un côté, je prône
créons une expérience incroyable, bâtissons une relation très différente et beaucoup plus profonde en ne le faisant pas. Donc il faut que moi-même je l'incarne du coup. Et aussi, je pense justement, ça peut montrer. J'aime beaucoup aussi cette approche, tu vois, ce truc de show don't tell, tu vois, plutôt que de dire, bah là, je monte directement à l'invité. Tu vois la différence que c'est, tu le vis, tu reçois un colis à la maison avec. Je vais quand même montrer parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté tous les autres épisodes à quoi ça ressemble. Alors, à la base, tu vois, je voulais maintenir le truc secret. Je me suis dit, vas-y, c'est ma marque de fabrique. Si je le monte sur Internet, ça y est, tout le monde va faire la même chose. Du coup, bah, je vais devoir me réinventer, etc. Mais je me suis foiré parce que bah, j'ai tout partagé. Donc maintenant, tant qu'à faire, j'y vais. Du coup, voilà, l'invité reçoit. Tu recevras aussi. Je vais trouver une citation pour toi. Donc, t'as. Alors attends, ah ouais, ok, c'est balèze en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste une phrase, c'est un bloc de plexi ou quelque chose comme ça. Ouais, tu vois. Ah ouais, ok. Je sais Ah, pas ça, si on arrive à bien voir. Là, il y a le ouais. plastique. Donc, tu reçois ouais, ce truc. Parce que moi, en fait, je me suis dit, je veux qu'il. Même s'il il prend pas l'invite, enfin, s'il accepte pas de venir, il va quand même le garder. Enfin, parce qu'il se dit, ça a quand même une valeur, ça coûte, il va lui attribuer une valeur, je sais pas, il va peut-être lui dire, tiens, ça vaut 40 euros, 30 euros. Donc, tu vois, ça fait mal au cœur de jeter un truc qui vaut 40 euros. Plus ça fait encore plus mal au cœur si c'est ta citation et puis que c'est ton nom. En fait, je me suis dit, je veux vraiment un truc qui garde. Et d'ailleurs, ça me ferait marrer que j'ai hâte qu'un jour ça arrive, tu vois, que je le vois, je sais pas, il fait une story, il fait une vidéo, puis je vois derrière son bureau, il y a la citation, je serais trop content. Mhm. Et du coup, ouais, il reçoit ça dans une petite boîte, marqué si vous acceptiez. Mhm. Et derrière, bah, je mets juste l'adresse ici, etc. Et puis, bah, dedans, bah, t'as un petit mot avec un QR code. Il arrive sur mon site web et il peut, s'il veut, tu vois, s'il veut, il arrive là. Sinon, moi, je mets mon numéro de téléphone. J'écris à la main mon petit message d'invitation qui est lié à la citation, tu vois. Mhm. En fait, si dans en fait, je le remets un peu, je le challenge un peu. Tiens, bah tu dis que, tiens, bah, la citation que j'ai ici, l'investissement dans vos connaissances est toujours le plus rentable. Donc je dis ouais, c'est intéressant, blablabla. On sait aussi qu'il y a plein de gens qui ont plein de connaissances et qui n'ont pas de résultats. Est-ce que tu voudrais pas venir justement discuter dans le podcast de ce sujet, tu vois. Donc je le pique Mhm. un peu, qu'ils se disent, je le challenge, quoi. Et voilà, donc c'est ça le système. Donc, Ouais, non, c'est une super approche, je trouve. Après, la question que je voulais savoir, c'est quoi ton but avec ça, en fait? Est-ce que tu le fais, c'est quoi, c'est pas, c'est quoi ton but? Parce que ça, c'est plutôt une question ou une réponse noir ou blanc, mais c'est quoi ta priorité? Est-ce que c'est prendre du plaisir dans la manière dont tu trouves tes ouais. invités ou c'est convertir? C'est quoi au premier endroit? Ah, si je devais en choisir l'un des deux, Mhm. c'est dur, hein. Est-ce que je prends plus de, enfin, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Est-ce que c'est que moi ça me fasse plaisir ou est-ce que c'est que le gars, les gens acceptent l'invitation de venir? La raison pour laquelle je te demande, c'est parce que si ta priorité, c'est avant tout de kiffer quelque part le processus, Ouais, t'envoies à quelqu'un qui potentiellement pourrait regarder les chiffres de ton podcast et du coup pourrait ne pas venir parce qu'il se dit bah, voilà, c'est pas encore un chiffre qui me parle ou quoi. tout à Mais fait. toi, tu veux quand même l'avoir, eh ben tu lui envoies, tu vois, malgré le coût, etc. Et tu te dis basta. Si par contre ton but c'est vraiment de convertir, tu pourrais limite te dire en fait, tu vois, tout à l'heure tu disais ouais, sur tout le monde envoie des messages sur les réseaux. Moi, je peux pas Ouais, me différencier comme ça, mais tu peux, je pense qu'encore aujourd'hui, tu peux vraiment te différencier sur les réseaux rien qu'en personnalisant parce que je te donne un exemple, mais j'ai reçu il y a 2 mois, je crois, avec le podcast que moi j'ai, tu sais, ça m'était jamais arrivé avant, mais je reçois des offres de partenariat et pourtant il est tout petit. Et c'est souvent des trucs copier-coller. Et un jour, il y a une fille qui m'a envoyé un message, mais vraiment, tu vois, elle a cité l'épisode du podcast, la citation, le passage, pourquoi ça lui a parlé, etc. Et tout de suite, c'est sorti du lot, tu vois. Donc dans ton contexte, si ton but c'est juste de convertir sans
mettre les coûts aussi, parce que bon, c'est pas Mmh. gratuit pour toi, tu vois, de faire ça. Non, Tu non, peux très bien démarcher de cette manière et c'est vrai. utiliser ce mécanisme-là comme un moyen de remerciement, tu vois. C'est-à-dire après le Tout à fait. podcast, Oui, je pourrais. t'envoies ça et C'est enfin, vrai. donc c'est pour ça que je te pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour toi en fait? Bah, en fait, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Après, en vrai, j'utilise les 2 méthodes. Si tu veux, il y a c'est ça qui c'est compliqué d'en parler, je sais qu'il y a des gens, c'est une question de probabilité, tu vois? Pour moi. Après, c'est moi-même qui me dis qui me raconte des trucs. Peut-être, je me raconte peut-être n'importe quoi, mais je me dis les probas que, Jean-Michel Caram accepte mon invitation hyper personnalisée sur LinkedIn, mettons qu'elle est de 0,1%. Si je lui envoie le colis, elle augmente à 1%, tu vois, mettons. Donc pour moi, c'est un bon calcul. Par contre, si je t'invite toi, vu qu'on a déjà un peu une relation, on échangeait déjà par message depuis plusieurs années, on va dire, c'est un calcul, c'est un arbitrage à faire. Est-ce que vraiment ça vaut la peine que je t'envoie cette invitation etc., que je me donne toute cette peine, puisque je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de chances que tu acceptes. Donc voilà, c'est faire la part des choses. Moi, je me suis vraiment dit, en fait, je me suis dit, est-ce que je peux pas prendre un raccourci? Est-ce que je peux pas essayer de trouver un moyen plutôt que d'avoir des invités qui sont normalement inaccessibles? Est-ce que je peux pas trouver un moyen de les avoir plus vite? Parce que, tu vois, je peux bien sûr bâtir le podcast et d'ici 2, 3 ans, j'ai fait 400 épisodes, je l'ai vachement promu, etc. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va être le cas et j'ai une grosse audience. Et là, oui, je pourrais l'inviter, tu vois. Est-ce que je peux pas trouver un raccourci pour l'inviter tout de suite, pour l'avoir tout de suite? Tu vois, c'est ça que je me suis dit. C'est ce calcul-là. Mmh. Donc, ouais, bah, les deux sont importants, ouais, de convertir. Et moi aussi, moi, c'est vrai que j'accorde aussi beaucoup d'importance à l'art et la manière de faire, tu vois. Peut-être un moyen beaucoup plus efficace pour moi, d'avoir beaucoup plus d'invités, c'est de multiplier les chances en envoyant 20 invitations par jour, par exemple, tu vois. Et en faisant des messages, même des messages non personnalisés. Si tu envoies 20 par jour, tu as peut-être plus de chances que si tu envoies un par jour personnalisé, tu vois. Mais moi, en tant que personne, comment est-ce que moi je me sens, tu vois, quand je suis en train d'envoyer mes messages non personnalisés? Parce que moi-même, comme toi-même, tu les as reçus, tu en reçois dans ton podcast. Bah, comment est-ce que toi tu te sens quand tu reçois un message non personnalisé, tu vois? Tu te dis, mais ce mec, il s'en fout de moi en fait. Il a aucun respect pour moi. Il sait même pas ce que je fais. Il a même pas écouté mon podcast. Il a envoyé ça à tout le monde. Et moi, est-ce que moi, Francisco, je vais être cette personne-là, tu vois? Est-ce que c'est ça que je peux offrir de mieux au monde, tu vois? Est-ce que si je mourrais demain, là, je serais fier? Est-ce que si ma fille savait que je faisais ça, je me comportais comme ça? Enfin, est-ce que il y a que ça que je peux faire, tu vois? Et tu sais, ça me fait vraiment penser, je monologue avec moi qui parle. Non, mais c'est OK, c'est intéressant. Là, ça me fait penser à, tu sais, dans Breaking Bad, il y a une scène avec Jesse Pinkman, là, tu as regardé, j'imagine, où justement, c'est lui qui il raconte, il va à un espèce de truc d'alcoolique anonyme parce qu'il se drogue, etc. Il y a une scène comme ça, et il raconte une histoire. Jesse raconte que voilà, à l'école, le prof de menuiserie lui avait fait faire un petit exercice enfin, je sais pas, il avait sculpté, mettons, je sais pas, une tortue, et puis il avait fait un truc basique, quoi. Et puis le prof lui a dit, mais c'est tout ce que tu peux faire, c'est ça que tu peux faire de mieux. Et du coup, il a retourné, il a refait, il s'est optimisé, et il a optimisé le truc à bloc. Et d'ailleurs, toutes les idées me font rebondir sur de nouvelles idées. Et je me dis juste, bah ouais, Francisco, est-ce que tout ce que tu peux faire, c'est juste envoyer un message classique, ou est-ce que tu peux faire beaucoup mieux que ça? Bah moi, je suis un mec qui est créatif, qui a des idées, qui tente des trucs bizarres, et j'en suis fier, tu vois. J'ai pas envie de, même si demain quelqu'un je vois hein, d'ailleurs des mecs sur LinkedIn qui vont me dire, bah moi j'ai telle méthode super efficace. Bah, écoute, c'est tant mieux pour toi, mais moi, ça me va pas. Tu vois. J'ai pas envie d'être comme ça. Mmh.
Ça me fait penser à, je sais pas si tu connais, il s'appelle Peter McKinnon, c'est un YouTuber américain qui parle beaucoup de Non? vidéo. Il est très connu dans le domaine de la vidéo. Il a une grosse chaîne YouTube et gros YouTuber, il est photographe, il vit de Comment ses t'écris vidéos et de ça? ses photos. Donc c'est Peter comme Peter Parker et après Mac comme MacBook et Kinnon, K-I-2-N-O-N. Et, et récemment, donc il faisait beaucoup de vidéos de review de matos, de voilà la dernière caméra et tout. Et il y a 1 ou 2 ans, il a fait un énorme shift où il a il a embrassé la photo analogique, c'est-à-dire retour en arrière, photographie au film. Et il a dit, voilà, j'ai l'impression que je stagne, je suis dispersé entre la photo et la vidéo. J'ai décidé de m'améliorer dans la photo et je vais m'améliorer dans l'analogique. C'est un truc que j'ai jamais découvert. Et donc pendant 1 an, il a shooté qu'à ça, tu vois. Et il s'est beaucoup amélioré. Il est revenu ensuite, il a recommencé à mixer avec le digital, mais il disait que ça lui a beaucoup apporté. Mais cette expérience-là, elle lui a redonné le goût des choses manuelles, si tu veux. Et dernièrement, il a fait une vidéo où il explique un processus ou ce que lui fait pour dire merci à ses clients. C'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu un malade de tous les outils analogiques. Donc, quand il travaille avec un client à la fin, il a acheté les vieilles machines à écrire et Ouais. il écrit aux machines à écrire une lettre de remerciement. Il s'est fait fabriquer son propre tampon à encre avec un Ouais. logo. Il tamponne le truc comme ça. Souvent, il attache une photo papier d'une photo qu'il a mise sur le shoot et il envoie ça, tu vois. Et pareil, la carte, l'enveloppe qu'il envoie, c'est un papier avec un milligrammage Bien sûr. prédéfini, etc. Tu vois. Ouais. Et il fait toute cette vidéo en fait et il dit quelque chose, il conclut avec quelque chose du style et ça va te parler, je pense, parce que quand tu parles de relations dans le copywriting, c'est un peu la même chose. Mais quand tu fais quelque chose à la main, c'est presque spirituel ce que je veux dire, mais ton travail, il absorbe une espèce de densité qui est complètement différente que le travail que tu balancerais comme ça à l'imprimerie ou le copier-coller. Et ça, les gens, ils le sentent en fait. Tu vois, quand tu reçois un truc qui a été fait à la main ou un texte sur lequel le mec, il s'est saigné, il a vraiment passé du temps pour personnaliser tout, Ouais. bah, tu le sens en fait. Et Ouais. ouais, ça demande d'avoir un objectif final qui est autre que juste convertir. C'est aussi ok, enfin, je veux dire, vendre pour vendre, c'est ok, c'est un autre jeu. Ça dépend juste du jeu auquel tu veux jouer. Et si toi, ton objectif, c'est, ouais, certes, comme tu le dis dans tes podcasts, il faut vivre, il faut gagner de l'argent, etc. Mais tu veux aussi le faire d'une manière où tu te sens fier de ton travail, tu mets de l'âme dans ce que tu fais, bah, c'est un autre choix, quoi. Ouais, c'est ça. Et des fois, ça Ben, marchera pas, tu vois. T'enverras un truc, t'as mis 15 heures à le faire, le gars, il répondra pas, et voilà, ça non, mais fait bien partie du sûr. truc. Ah oui, oui, c'est sûr. Je suis face à beaucoup de difficultés à ce propos. Mais ouais, mais d'ailleurs, tu sais, là, pour écrire mon invitation, je me suis mis à la calligraphie, tu vois. Je me suis dit, bah, je peux pas juste écrire. Après, c'est là où il faut savoir, faut faire la frontière entre le truc de pas non plus trop se perdre. Donc, c'est pour ça que je me fixe un objectif par semaine d'un nombre, d'envoyer au moins une invitation papier, entre guillemets, au moins un colis. Mais en attendant, j'ai le droit tant que je fais ça et que j'ai le temps, j'ai le droit je m'autorise à optimiser le truc. Donc voilà, j'ai envie de me mettre à la calligraphie, de faire vraiment une belle écriture, tu vois, que ce soit beau, que ce soit esthétique. Euh, et je pense que c'est ça qui est difficile à mesurer. C'est un pari, mais moi je pense que sur le long terme, je pense qu'il est gagnant. En fait, un des trucs que j'ai remarqué, c'est que plus un truc est dur à faire, souvent plus il a de la valeur. C'est le principe de rareté, toi qui es dans le copy. Je veux dire, je sais pas moi, l'herbe, ça a pas trop de valeur parce qu'il y en a en abondance partout, ça pousse. Mais je sais pas, l'or, c'est rare, c'est précieux. Enfin, des messages d'invitation générés par IA ou quoi, on peut en générer des millions par seconde, quoi. Mais un colis personnalisé avec une belle écriture, avec une citation bien choisie, avec un mot bien choisi, toute une expérience bien pensée, ça c'est dur à copier. Et donc ça, logiquement, ça doit avoir plus de valeur et du coup, bah, probablement les probabilités que la personne accepte augmentent et que je peux avoir des invités
entre guillemets de meilleure qualité. Pour moi, c'est difficile. Enfin, c'est pas de meilleure qualité, mais on va dire plus inaccessible, en tout cas. Parce que pour moi, je suis très heureux que tu sois là et que ce soit Jean-Michel Caram ou toi, bah pour moi, c'est pas qu'il y en a un qui a plus de valeur que l'autre, tu vois ce que je veux dire. Mais t'es d'accord qu'il y en a qui sont plus difficiles à voir que d'autres, tu vois, je pense. C'est ça que je veux dire. Mais ouais, je pense que je suis prêt à parier que si je continue comme ça, ben, je vais réussir. Il y en a bien qui va accepter, puis un autre, et puis sur le long terme, la différence se fera, tu vois. Mhm. C'est un vrai challenge hein, dans ton cas, et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais et du fait que tu es copywriter depuis combien, 7 ans, 8 ans maintenant? Ouais, 7 ans. 7 ans. Parce que en fait ce que toi tu vis, c'est ce challenge, cette bataille interne entre bah oui, il faut performer, mais il y a aussi mon art qui a envie de s'exprimer, tu vois. Et tu me demandais tout à l'heure de me présenter rapidement. Moi j'ai été copywriter à un moment. J'ai été freelance copywriter, c'était de 2020 à 2019 à 2021. Et après, j'ai arrêté parce que justement, j'arrivais pas en fait à trouver cet équilibre entre bah ouais, quand t'es copywriter, il faut que tu délivres, il faut que tu sois au top sur ouais, tes résultats, il faut que tu puisses les justifier, etc. Et en même temps, tu as cet artiste qui a envie de s'exprimer. Moi, j'ai cette partie en moi, cette espèce d'enfant très spontané, tu vois, qui a envie de créer quelque chose. Et j'arrivais pas j'avais l'impression que quand l'un devait s'exprimer, ça étouffait l'autre, en fait. Et moi, c'est la raison pour laquelle, en 2022, du coup, j'ai décidé d'arrêter ça et de me prendre un job, de retourner dans le salariat. J'ai commencé dans le support client et maintenant je travaille aussi dans le marketing, donc je fais aussi de l'emailing, mais maintenant les deux sont séparés, si tu veux. J'ai vraiment séparé mon gagne-pain de tout ce que je fais du côté création. Donc en fait, du coup, Ouais, je peux complètement m'éclater si j'ai envie de créer quelque chose ou d'envoyer des cartes postales ou de faire des photos ou quoi. J'ai carte blanche parce qu'il y a aucune pression de résultat, tu vois. Et de l'autre côté, quand je suis au boulot, bon bah je suis au boulot et là ouais, on discute de chiffres, d'open rate, de tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça un gros respect pour les gens qui arrivent, dont tu fais partie, même si je sais que c'est challengeant. bah, Et ouais, ouais, c'est challengeant, mais moi, comme toi, je pense, moi, j'ai justement cette flamme créative parce que avant d'être copywriter, j'étais photographe, en fait. Donc, et en fait, j'ai justement, ça a été vraiment une bataille qui est difficile parce que j'aimerais bien savoir, toi, comment tu l'as vécu, ça, justement, le copywriting. Parce que moi, euh, en fait, c'est marrant parce que là, je faisais une recherche, je cherchais une mind map tout à l'heure. Je suis retombé sur des vieilles mind maps de formation que j'avais données il y a 3, 4 ans, 5 ans. Et en fait, je disais déjà ce que je dis aujourd'hui, mais je l'assumais beaucoup moins, tu vois. Et en fait, comme ce que je te disais, c'est que ça a été vraiment une bataille parce que j'ai le sentiment que ben ça va pas en fait le copywriting pour moi, tu vois. J'ai envie d'être copywriter, mais la façon dont on me dit qu'il faut être copywriter, bah ça me convient pas en fait. Et j'ai le sentiment que c'est pas comme ça qu'on doit faire. Et je me suis forcé, tu vois, j'ai fait parce que bah j'ai pensé, bah, c'est comme ça, tu vois. Tout le monde dit qu'il faut mettre de l'urgence à outrance, qu'il faut faire des grosses promesses, mettre plein de superlatifs, il faut closer, comme tu dis, il faut des chiffres, il faut des résultats maintenant, il faut du clic, etc., etc. Et putain, moi je me disais, mais putain, c'est qu'on est vraiment obligé. Et tu vois, j'étais toujours un peu en bataille, tu vois. Après, d'un côté, je me dis, bah, il faut quand même payer les factures, vivre, etc. Et ça m'allait pas. Et là, vraiment, j'ai décidé depuis août dernier, vraiment, je me suis vraiment remis en question. Et en fait, j'ai commencé à voir que, que on voyait, enfin, ce copywriting, cette façon de vendre, bah, on la voyait que dans le monde de l'infoprenariat. Et que je la retrouvais pas dans les autres mondes, tu vois. Je me dis pas, tiens, Apple, bah, pourquoi j'ai acheté un iPhone? Je me dis, Apple, ça doit être la marque avec qui j'ai dépensé plus d'argent, à qui j'ai donné le plus. Ah tiens, est-ce qu'ils me font des fausses promos? D'ailleurs, souvent, ils font jamais de promos. Tiens, est-ce qu'ils me font une fausse urgence? Bah, en fait, non, puisque l'iPhone est toujours disponible, leurs produits sont toujours disponibles. Tiens, est-ce qu'on me met des faux témoignages ou un peu arrangés? Bah, non, j'ai pas l'impression. Bah, en fait, ils font juste des putains de bons produits.
Une fois que tu as utilisé, tu as trop aimé, et puis il y a un écosystème, et du coup, bah ouais, une fois que tu as l'iPhone, c'est quand même bien d'avoir l'iPad et compagnie. Et donc je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, dans l'infoprenariat, on fait pas ça, tu vois? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir ailleurs, dans d'autres mondes? Même j'ai pensé au début, d'ailleurs, je fais un appel à témoins. J'ai envie d'inviter des gens qui sont dans le domaine du luxe, de l'hôtellerie par exemple. Bah voilà, quelle est l'expérience que tu vis quand tu vas dans un hôtel de luxe? Est-ce que c'est on me presse comme un citron pour que je sais pas, je dépense sans compter dans l'hôtel, ou est-ce que bah on me chouchoute? Tu vois, il y a un service, t'arrives, on donne une petite lingette pour te laver les mains parce que t'as fait un long voyage. On a un petit jus qu'on te donne à boire. Il y a un mec qui prend tes valises, qui les amène dans la chambre. Il y a une petite attention quand tu rentres dans la chambre. Il y a deux bouteilles, deux coupes de champagne, un petit chocolat. Tu vois, on donne, on est dans le truc de. Tu vois, c'est paradoxal parce que tu vois, dans Cialdini, t'avais la réciprocité à ce truc. Et j'ai l'impression que en infoprenariat, ils se sont dit, vas-y, on va prendre tous les trucs dégueulasses, et on va faire que ça, tu vois. Et c'est là où j'essaye de batailler avec ce nouveau positionnement. Et justement, est-ce que toi, t'as vécu ça? Qu'est-ce que toi, t'as vécu et qui t'a fait finalement te dire, bah moi, ça me va plus, quoi, je vais partir. Euh, juste pour répondre à ta question, peut-être pour amener un élément de réponse, parce que du coup j'ai fait cette transition. Moi aussi j'étais dans la niche de l'infoprenariat. J'écrivais pour un coach business, et où on pouvait retrouver beaucoup de ce que tu as énoncé là. Et du coup là, donc j'ai arrêté de faire du freelance, et aujourd'hui je travaille dans une boîte qui fait on propose de la location de ski en ligne. Donc on a une plateforme de location de ski. Donc nous on n'a pas les skis en tant que tel, on est juste la plateforme qui référence tous les Ok. magasins en Europe. Tu vois. Donc, Ah, on d'accord. est un peu le booking.com ou le Airbnb de la location de ski. Et j'ai commencé au support, et là depuis 1 an et demi je suis au marketing. Et un des trucs qui m'a choqué quand on a commencé à quand j'ai envoyé les premiers newsletters, donc je travaille pas tout seul, j'ai un senior qui est au-dessus de moi qui s'occupe aussi des emails, c'était de voir que les emails sont pas si sophistiqués que ça en fait, tu vois. Ils font, je sais pas, t'as un titre, t'as une body de 5 lignes, littéralement. Il faut que ce soit, en anglais ils appellent ça above the fold, donc au-dessus Ah de, oui, il faut que tu vois direct avant de pouvoir scroller. Et il faut que le bouton d'appel à l'action, donc booker maintenant par exemple, soit direct avant que tu aies besoin de scroller. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Parce que venant de l'infoprenariat, t'es habitué aux pages de vente à rallonge, le truc qui fait, tu scrolles 20, tu vois, problèmes, solutions, témoignages, nanana. C'est qu'en fait, quand le produit, il est là, tu vois, quand le produit, il est connu depuis 10 ans, le produit, il fait 90% Mhm. de ce qui, j'arrête pas d'avoir des anglicismes, mais du boulot, quoi. Si le besoin il est là, si le produit il est validé, si c'est le bon timing aussi, parce que tu vois, c'est l'hiver, on est en Ouais, t'as pas décembre, besoin t'as de pas de ski, réfléchir, tu quoi. veux partir dans les Alpes, tu tapes location de ski, on arrive en premier parce qu'on fait de la pub et on est bien en SEO, bon bah tu bookes en fait, terminé, tu vois. Et c'est ça qu'ont pas les infopreneurs, c'est que tout ce qu'ils ont pas en crédibilité et en temps dans le business et en exposition aussi, et ben ils le compensent avec tous ces mécanismes de persuasion, tu vois. Et je pense que c'est ça qui se passe en fait, à mon avis. Mais, mais du coup, attends, mais on a quand même maintenant des infopreneurs qui sont là depuis 10 ans et qui, moi j'ai le sentiment qu'ils font toujours pareil, tu vois. Ils n'ont pas évolué, j'ai pas vu leur copywriting, leur marketing évoluer, alors que tu as peut-être combien d'années à cette entreprise dans laquelle tu travailles? Là, ça va faire 4 ans bientôt. 4 ans, mais elle existe depuis combien de temps? Eux, ça va faire 12 ans qu'ils existent, donc c'est quand 12 même ans. jeune. Donc 12 ans. Voilà, c'est aussi vieux que, je sais pas, Olivier Roland, par exemple, donc pourquoi est-ce que, bah, moi, j'ai le sentiment même d'ailleurs, je pensais à Stan Leloup, pourquoi est-ce qu'il envoie la même séquence, d'ailleurs, souvent, depuis ses débuts, qu'il a écrit, genre, en 2019, Mhm. en 2025? Pourquoi il n'y a pas d'évolution? Pourquoi? Et je vais peut-être balancer, équilibrer par rapport à ce que je t'ai dit là, c'est que pour autant, nous aussi, on utilise beaucoup de pression, tu vois. C'est-à-dire, il y a souvent une question dans ce milieu-là de code promo, tu vois, de promotion Ouais, valide bien jusqu'à sûr, tant, tant, oui, tant. bien sûr. Et du coup, moi, je suis souvent celui qui essaye de freiner un petit peu de
Ouais, de dire aux gars, Ouais, ralentis un peu sur. Mais le truc, c'est en fait tout dépend de ce pourquoi le business optimise, le fondateur optimise. Moi, j'aurais c'est envie ça. d'optimiser, tu vois, pour comme tu dis, pour la relation, que les gens se sentent bien. À la limite, cette année, on va commencer à envoyer aussi des newsletters, mais avec un petit peu de valeur. Tu vois, avant c'était vraiment pur USP, etc. Maintenant, il y aura des petites citations en relation avec la montagne, etc. Que les gens se disent ah tiens, ils sont sympas. Mais à la fin de la journée, si les gars, si quand t'envoies un email et que ça marche, peu importe les tactiques marketing que tu vas utiliser, si ça fait rentrer du chiffre, ce que ce que les patrons veulent voir, c'est ça, tu vois. Donc toi Ouais, après non, tu mais dis c'est ouais, mais sûr. pensez long terme aussi, parce que là tu fais une promotion tout de suite et ça va faire des ventes. Mais derrière, est-ce que si tu refais une promotion dans 2 semaines, les gens qui n'ont pas acheté, ils vont pas se dire ah mais c'est qui ces types-là. Moi on me dit sans arrêt oui, mais ils s'en foutent. Eux tout ce qu'ils veulent c'est le prix le moins cher. Et on me challenge aussi beaucoup de ce point-là, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que moi Ouais, j'arrive et je vois le client souvent comme une espèce de oui, de clients bienveillants, tu vois, qui ont envie ouais. d'avoir une bonne expérience avec le produit. Et souvent, mon manager, il me dit non, tout ce qu'il veut, c'est des skis pas chers. C'est tout, en fait. Donc, c'est bien d'avoir des deux écoles, en fait. Et après, c'est une question de philosophie personnelle, je pense. Qu'est-ce que... Ouais. Mais en fait, je pense que c'est une question de quelle boîte est-ce que tu es en train de créer, tu vois. Parce que, effectivement, si tu es dans un marché où justement ta boîte, elle est pareille que toutes les autres de location de ski. Genre, il y a 10 boîtes qui font exactement la même chose de la même manière. C'est juste le nom de domaine qui change, le branding, etc. Mais voilà, c'est très copiable, c'est très facile de copier ce modèle, en tout cas en théorie, tu vois. C'est facile à dire là, mais dur à faire. Mais ouais, effectivement, peut-être dans ce marché-là, tu peux pas arriver en mettant des prix 2 fois plus élevés que tout le monde. Les gens vont pas comprendre. Je peux comprendre que sur ce marché-là, ça marche pas. Mais si tu te dis, bah non, nous on veut vraiment créer une expérience exceptionnelle dans le ski. En fait, on veut pas être comparable aux autres. Il y a tous les autres sites, ok. Ils sont tous en train de s'entretuer et c'est la guerre des prix, ok. Parce que finalement, tout le monde offre la même chose. Donc, la seule élément différenciateur, ça va être le prix. Bah, nous, on se dit, non, vas-y, nous, on veut vendre 2 fois plus cher. On veut plus de marge parce que là, on fait presque pas de marge en faisant comme ça. Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire différent? Bah, peut-être que bah, nous, si vous louez les skis chez nous, je sais pas, bah, toutes les boutiques, elles vous les amènent dans votre logement et elles viennent les chercher à la fin du séjour. Enfin, je sais pas, c'est une expérience différente. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je sais pas, à la fin de la journée, on récupère les skis, on va je sais pas comment on appelle là, tu sais, pour Les qu'ils soient un waxés. peu les waxés. Ah, tu vois, tu les laisses devant ta porte. Sur l'app, tu dis qu'ils sont devant. Il y a un gars qui vient et qui les met nickel, nickel. Je dis n'importe quoi. On offre vraiment une expérience d'un coup. Un coup, c'est plus comparable, quoi. J'ai le choix entre, ok, des skis, pour comme tout le monde. J'ai cette expérience, c'est exceptionnel. Attends, le mec, il vient, il me ramène les skis. Il va me les waxer, machin. J'ai pas à aller à la boutique, j'ai pas à m'emmerder si les chaussures, en fait, elles m'allaient pas pendant la journée. Bah, il m'en ramène d'autres, même il me les amène sur la piste. Enfin, c'est exceptionnel. Ouais, ça vaut 2 fois plus cher, mais ça vaut tellement le coup. D'un coup, ouais, si ton patron il disait, bah moi je vais monter cette boîte là, là oui, tu peux faire un marketing, un copywriting totalement différent. Mhm. Et moi je pense que quel est le business le plus lucratif? Est-ce que c'est vraiment celui-là, le business A ou B quoi? Euh, c'est là où j'ai du mal à savoir. Parce que d'un côté, je me dis toujours, typiquement, si je faisais le parallèle avec la restauration, est-ce que McDo, ça rapporte plus qu'un chef 3 étoiles? Tu vois, McDo, ça, tu vois, c'est quand même en termes de CA, je pense qu'ils sont loin devant n'importe quel chef étoilé qui offre l'expérience la plus folle du monde. Même dans le luxe, quoi. Louis Vuitton, peut-être qu'il sait rien à côté de H&M. Je sais pas, là, peut-être je dis une énorme connerie, mais voilà, c'est le fondateur. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi la boîte qu'il veut monter? Et moi, en tout cas, j'ai pas envie de bosser pour McDo, j'ai pas envie de bosser pour H&M, j'ai envie de bosser pour, enfin, je veux aider les chefs étoilés, je veux aider les mecs qui veulent monter un Louis Vuitton et qui veulent faire ça, qui veulent se différencier. Et c'est ça qu'ils ont envie d'en faire de leur vie, tu vois. Mhm. Sinon, bah, ça sera sans moi, quoi.
Non, mais je pense que tout part de là. C'est comme tu dis, en fait, tout part de la première question que tu te poses. Si la première question qu'on se pose, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens quand ils se lancent, c'était aussi mon cas, tu vois. Si la première question que tu te poses, c'est qu'est-ce qui est le plus lucratif, tu Ouais. vas tomber des tonnes de. En fait, la qualité de la réponse dépend de la qualité de la question que tu poses. Donc, ouais, le plus lucratif, bah, bosse pour de l'e-commerce, fais de l'emailing de masse, et tu vas avoir recours à toutes les techniques, tu vas avoir recours à des jolis pop-up sur les sites qui génèrent du trafic, etc. Mais par contre, si la question que tu te poses, c'est OK, comment est-ce que moi je veux me sentir? Et si ça c'est la question de base, ça va naturellement t'orienter vers bah ouais une autre niche. La niche sera sans doute beaucoup plus petite. Peut-être que les revenus seront aussi beaucoup plus petits. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce truc-là de, il faut accepter. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de lancer une boîte de ski. Ou alors un magasin de location qui fait par exemple que du premium, tu vois. Un magasin de location de ski qui a uniquement la marque, je sais pas moi, norvégienne, qui fait que du Volk par exemple, et qui sont hyper bien entretenus, tu vois. Ça c'est un gros problème l'hiver, c'est que dans les magasins, l'entretien il est pas ouf, donc hyper bien entretenu, neuf de la saison. L'hygiène aussi peut-être, les chaussures, je sais pas Ouais, trop. voilà, les chaussures séchées, effectivement, livraison à domicile ou accès, etc. Ok, très bien. Mais par contre, les gens qui seront intéressés par ça, ce sera peut-être beaucoup, beaucoup plus petit, tu vois. Ouais, c'est ouais, c'est représentatif bah, des gens. Tu as 80 de je sais pas, dans sur terre, on va dire, peut-être pas sur terre, mais je sais pas, en France, tu as, 10 de très, très riches qui pourraient prendre ça et puis, tu as la masse qui, elle, représente 80 de classe moyenne qui, eux, vont vouloir bosser avec ton site Mhm, et voilà, et il y a 10 qui, eux, vont jamais aller au ski parce qu'ils ont juste pas les moyens. mhm, Mais ouais, c'est ça, ouais, qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas fait, que moi, tu vois, je suis un mec un peu pointilleux, perfectionniste, le petit détail, j'aime faire attention à ces petites choses et j'étais frustré justement parce que, bah, je voyais, que mes clients, ils s'en foutaient complet, quoi. Eux, ils voyaient juste, ils avaient une vision à 5 minutes, comme je dis toujours, alors que moi, j'avais une vision à 5 ans. Je me dis: «Attends, là, si tu fais ça, OK, pour faire cette vente maintenant, tu es en train d'en sacrifier 10 derrière, tu vois? Ah ouais, mais moi, on s'en fout, on fait maintenant, vas-y, il faut que l'argent rentre. Ça, c'était frustrant, tu vois? On verra si ça marche. mhm. Mais j'ai le même challenge, hein. J'ai le même challenge parce que j'ai un peu la même posture que toi avec mon supérieur justement, et il me challenge beaucoup avec ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il me dit aussi souvent, mais Egon, ça c'est ce que toi tu veux. Mais toi tu crois que tout le monde veut ce que toi tu veux, mais c'est pas forcément vrai en fait. Donc il y a une bonne dose de, il y a aussi une bonne dose de ouais, de remise en question et d'ouverture par rapport à ça, parce que moi j'arrivais et je disais ouais, on va optimiser pour les relations, on va faire se sentir les gens bien, ils vont avoir envie d'acheter naturellement parce qu'on va être gentil avec eux et tout. Et arrive Black Friday, on balance le code promo, on fait 70% du chiffre d'affaires en un jour, et mon patron me dit mais ouais, mais c'est avec ça qu'on te paye, tu vois. Et effectivement, quand tu Il y regardes a une aussi, réalité, hein. ouais, il y a une Ouais. réalité quand tu regardes quand tu vas à des conférences par exemple et qu'on t'explique que tu as des logiciels pour traquer combien de temps les gens passent sur ton email. Toi, tu te tues à réfléchir à un joli angle, etc. Et en fait, les gens, ils passent 2 secondes. C'est-à-dire qu'ils sont en mode zombie sur ton email. Et là, tu dis, ah ouais, mais en fait, effectivement, peut-être que tout ce que je fais là, peut-être que l'effort que moi je mets, il va être vu par 2% ou 5% des Oui, oui, gens, bien sûr, là bien sûr. où les 95%, en fait, ils ont juste besoin de ce gros bouton en bleu tout en haut. Donc c'est pour ça que je pense que, en fait, il faut aussi être ouvert. Il faut aussi embrasser les deux écoles, donner à ceux qui veulent acheter maintenant tout de suite pour qui le code promo, ça leur donne la décharge de dopamine, boum, ils sont prêts à acheter leurs données. Et en bas, donner la section notre histoire, donner la petite citation de tel ou tel, tu vois, pour aussi les nourrir. Et c'est une Tout à danse, en fait. fait, tu vois. Ouais. Ah, c'est ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a tout, il y a tout, il y a de la place pour tout, comme tu dis, ouais, et c'est vrai qu'il faut rester flexible et ouvert. Ouais, je pense qu'il faut que l'on je pense qu'il y a quelque part quelqu'un, une boîte, pour toi, Egon, où il serait ravi de t'avoir parce que justement tu as ce sens de détail et tu as envie de faire de bosser sur la relation.
J'en suis persuadé, quoi. Il y en a peut-être beaucoup moins parce que justement, ça s'adresse à une plus petite niche et puis elle est peut-être moins visible, mais en tout cas, je pense que ça existe. Ouais, un truc aussi qui m'a... un truc que j'ai appris à faire, que j'avais beaucoup de mal quand j'étais freelance, où en fait toute ton activité, bah, c'est toi. Donc t'as envie, vu que t'as qu'une activité, t'as envie qu'elle satisfasse tous tes besoins, c'est-à-dire à la fois financiers, Hmm. artistique, relationnel, etc. Et Ouais. en fait, un truc que m'a appris le fait de bosser pour une boîte, c'est que, tu vois, ce besoin d'expression, oui, d'être dans le détail, d'être vraiment dans cette customisation presque de chaque interaction. Je suis super heureux quand mon supérieur, il push back et il me dit non, tout le monde n'est pas comme toi, parce que ça m'apprend, en fait, tu vois, parce que ça me confronte à la réalité que ce que moi je crois qui est vrai parce que c'est tout beau, tout joli, c'est pas forcément la réalité. Et du coup, en fait, j'ai appris à ces besoins d'expression et de customisation à les réaliser, mais dans d'autres parties du job, tu vois. Par exemple, les discussions avec les collègues, les messages avec les collègues, plutôt que de rédiger un email vraiment ultra léché qui ne rapporterait pas autant de revenus, parce on a testé ça, on a fait des tests A/B, tu vois. Trop bien. Un email sur la même audience, un email focalisé plus contenu et un autre email de vente, les chiffres ils sont clairs. Hein. L'email avec 3 lignes de copie et le gros bouton, il fait toujours plus de clics et plus de ventes que celui avec la. Après tu peux dire oui, mais le deuxième il bâtit plus la relation. Ouais, mais c'est pas mesurable, tu vois. Pas tout de suite en tout cas. Donc ça m'a fait comprendre que il faut que je lâche prise là-dessus. Il faut que je trouve un autre moyen en fait Je vois, je vois. de venir satisfaire ce besoin-là, tu vois. Et ouais, c'est important de se remettre en question parce que moi vraiment j'étais arrivé avec mes gros sabots en disant ouais je connais tout, tu vois, la prééminence stratégie, j'ai lu Claude Hopkins, j'ai lu machin, mais quand t'es confronté à la réalité, tu te rends compte que non, en fait la majorité des gens ils sont pas comme toi. Donc il faut des deux en fait, il faut apporter sa patte et il faut être ouvert au feedback en même temps. C'est, tu sais, Jim Collins, j'avais fait un épisode de podcast dessus, mais il appelait ce concept de le Stockdale paradoxe, qu'il faut toujours garder l'espoir, c'est-à-dire il faut toujours euh, faire de son mieux, en gros, mais tout en acceptant les faits brutaux de la réalité. Et c'est ce paradoxe avec lequel il faut arriver à danser, que ouais, tu veux faire les choses comme ça, mais le marché y répond comme ça. Et Eh tu dois oui, sans oui, arrêt oui. danser, en fait. Ouais, le marché a toujours raison, hein, j'allais dire. C'est vrai qu'il faut garder rester humble face à la réalité, quoi. Si les chiffres, ah, ils sont neutres, enfin, et ils disent la vérité, quoi. C'est effectivement, si t'envoies 2 mails, l'un vend, l'autre vend pas, euh, bah c'est comme ça. C'est tout à fait juste. Mais ouais, je pense que ouais, il faut rester ça. Faut rester humble face à ça. Maintenant, je pense que notre approche, enfin de ce que je pense déceler de toi, je pense elle a sa place et je pense qu'il y a des boîtes qui font ça. Je pense que c'est comme ces pièces là, tu sais, pour les enfants là qui s'imbriquent pas, tu vois. Toi, t'es un rond et tu veux rentrer dans un carré, quoi. Après, c'est cool, t'as réussi à quand même trouver le plaisir parce que tu le fais, tu le trouves d'une autre manière dans l'entreprise. Et, euh, et donc voilà, ça te va. Mais moi j'ai choisi de vraiment de dire voilà, moi c'est comme ça que je veux faire. Si vous voulez faire comme ça, allons-y quoi. Parce que je pense que c'est possible. Et je pense qu'il y a des marchés, si tu mets justement le gros bouton promo, enfin typiquement, tu vois, si t'es Louis Vuitton, tu fais 3 lignes gros bouton promo moins 60%, ça colle pas au branding de la marque, tu vois. Là, c'est eux qui vont te foutre à la porte, tu vois. C'est ça le truc. Faut trouver la boîte, les bons clients qui, et parce que les chiffres, probablement, ils montreraient. Enfin, quoique, peut-être, ouais, peut-être même. Ouais, c'est vrai, regarde, si on faisait l'exercice sur Louis Vuitton, tu vois, on met les sacs à moins 60, ça vend, ça vend. Bah, là, ils explosent tous les chiffres, tu vois. Mais c'est quoi la conséquence à moyen long terme? Bah, Louis Vuitton,
Ça rejoint le truc qu'on avait discuté au début. Ce qui a de la valeur, c'est la rareté. Donc d'un coup, ça deviendrait abondant. Finalement, avoir un sac Louis Vuitton, c'est plus un signe de richesse, c'est plus un moyen détourné de dire, tu vois, moi j'ai réussi, moi je suis spécial, moi je suis entre guillemets mieux que toi, tu vois, puisque tout le monde l'a. Donc du coup, pourquoi on accepterait, enfin s'il y a plus de promo, pourquoi est-ce qu'on accepterait d'acheter au prix fort? Ah, tu vois, pour moi, il y a tout qui s'effondre, tu vois, toute la boîte s'effondre, ça n'a plus de valeur, tu vois. Le Ferrari, ça a une valeur parce que il y en a pas à tous les coins de rue. Si t'en croises une par an, c'est déjà fou. Bugatti, j'en ai jamais vu, tu vois, par exemple. C'est pour ça que les gens sont prêts à mettre des millions pour acheter une voiture. Mais tu seras jamais prêt à mettre des millions pour acheter une Renault. Donc voilà. Dans ton cas, ouais, je pense, dans le cas de ta boîte, ça fait tout à fait sens de mettre le bouton. Ce que je veux dire, c'est, et vous dans votre boîte, quoi, réfléchissez plus loin que les 5 prochaines minutes, sur le long terme, sur ce qui vous êtes, sur quelle boîte vous bâtissez, quoi. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si il existe, parce que ça fait un moment que je suis plus du tout cette niche-là, cette industrie-là, mais s'il existe quelqu'un, un coach, un formateur, Ouais. un freelance qui s'est lancé, qui a trouvé des clients. Alors après, attention, parce qu'il y a business de formation et business de service aussi. C'est deux choses différentes. Là, on parle de, tu vois, tu parles de Louis Vuitton. Moi, je te parle de ma boîte. Moi, c'est un logiciel, si tu veux. Louis Vuitton, c'est un produit physique. Quand on parle de formation, de coaching, il y a toute une autre dimension. Mais je serais curieux de savoir s'il y a quelqu'un qui s'est lancé là-dedans en utilisant des principes vraiment de où on fait 80% de nurturing, 20% de vente. À la limite, la vente, c'est juste une information de au fait, la formation a ouvert les portes. Et s'il y a quelqu'un qui a réussi là-dedans, tu vois, de cette façon-là, je serais vraiment, vraiment curieux de savoir s'il y a des exemples. Je pense à Romain Collignon. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Là, justement, j'ai rejoint son programme. Bah, justement, l'autre jour, je l'ai vu, il se vendait un séjour qui a lieu là, justement, en ce moment, où tu passais 2-3 jours dans un château avec un youtubeur connu, bref, qui allait expliquer tous ses secrets. Enfin, il n'a pas utilisé le mot secret, mais c'est son expertise, etc. Et en fait, je lisais ses mails et en fait, je voyais, enfin, c'était vraiment descriptif, tu vois. Il n'y avait pas de, il va vous révéler les trois secrets les 3 secrets qui lui ont permis de X, Y, Z. Vous découvrez enfin pourquoi aujourd'hui vous n'avez toujours pas X, Y et comment vous allez l'obtenir en un claquement de doigts. Et si vous achetez avant minuit, nanana, j'ai rien vu de tout ça. Et putain, j'avais grave envie d'aller en fait. J'avais envie parce que de manière, alors on sait que les gens prennent des décisions rationnelles et puis émotionnelles évidemment. Je pense que le côté rationnel, ça me semblait logique, ça me semblait être un youtubeur intéressant qui avait vraiment fait. En plus, il a un podcast. Le podcast s'appelle Legend. Il a un podcast qui fait beaucoup de vues. Bon, perso, j'ai jamais vu un seul épisode, mais bon, en tout cas, il avait l'air d'avoir beaucoup de vues. Alors, la proposition me semblait juste pertinente en fait par rapport à mes besoins, mes envies. Ça, c'est pour le côté rationnel. Je pense côté émotionnel, ouais, d'aller dans un beau château avec des entrepreneurs, ça me faisait kiffer, tu vois. Mais j'ai pas vu justement tous ces artifices, j'ai pas vu tout ça. Il a juste fait une proposition, une bonne offre qui correspondait à un vrai désir, une vraie demande, et basta, tu vois. Et j'étais persuadé qu'il allait délivrer ce qui a été promis, qu'il allait pas avoir de mauvaises surprises, voire plutôt des bonnes surprises, qu'il allait limite sur-délivrer ce qu'il avait proposé, tu vois. Et ouais, je pense que ça existe. Je pense que lui en est un bon exemple. Et d'ailleurs, suite à ça, bah, du coup, j'ai rejoint son programme juste après, quoi. Non, ouais, je pense que c'est tout à fait ça. Moi, ça me fait penser à Patagonia, tu sais, une marque de vêtements, de sacs outdoor aussi. Et donc c'est un peu du luxe, hein, c'est une forme c'est du luxe un peu déguisé, parce que tout ce qu'ils font tous les produits qu'ils font sont très chers. Mais bon, il y a aussi tout l'aspect, c'est éco-friendly, c'est fabriqué qu'avec des matériaux recyclés, etc. Et le fondateur, là, Yvon Chouinard, avait écrit un livre où il expliquait les principes de la boîte. Et dans la partie marketing, il disait que leur façon de faire du copywriting, il y avait deux choses. Soit c'était
de l'éducation, c'est-à-dire on éduque le client sur son impact environnemental, sur les dangers dans lesquels il se met quand il utilise tel ou tel équipement, etc. Ou alors de la description de produit. C'est-à-dire on décrit vraiment le produit, le procédé par lequel il a été fabriqué. Voilà, c'est du caoutchouc qui a été cultivé Ouais, à Bali, machin, et c'est que ouais, ça en fait. Et des t'as histoires les deux aussi. parties. T'as le description rationnelle et puis le parti émotionnel, c'est par rapport à tes valeurs, ton Mhm. identité. T'es qui comme personne? T'es le genre de personne qui s'en fout complètement de la planète ou tu vois, tu veux être dans quel camp ou quelqu'un de responsable? Ça, c'est pas mal. Ouais, mais Mhm. je te laisse continuer. Qu'est-ce que tu disais? Non, mais c'est ça. Et puis tu regardes leur newsletter, c'est souvent un nouveau produit est sorti. Ils te décrivent pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette nouvelle version, en quoi le Kawe Airfree 3.0 est supérieur au Kawe Airfree 2.0 parce qu'il a été créé avec du caoutchouc de je sais pas quoi. Nanana. Et puis tu as une section avec les histoires de la semaine. Les mecs ils produisent des documentaires, tu vois, des Oui, documentaires long format, donc vraiment des vidéos longues de surf, ou bien sûr les produits qu'ils utilisent sont, sont, sont utilisés dans le documentaire, mais c'est que ça en fait. Et voilà, c'est un positionnement. En fait, c'est vraiment une philosophie. c'est ça. C'est la manière de faire du marketing découle en fait de la philosophie du fondateur souvent et de quel est son objectif en fait, quelle est la priorité pour lui. Est-ce que c'est de sauver la planète? À la fin de leur newsletter, grosse promo par Patagonia, il y a marqué The planet is our only shareholder, donc la planète est notre seul actionnaire, tu vois. Et donc ouais, tout découle en fait vraiment de cette philosophie. Après, ils ont galéré, tu vois, à leur début, parce qu'ils avaient justement cette approche du marketing, etc. Bah, ils faisaient rarement des promos, ils ont galéré à trouver des fournisseurs, etc. Donc, ouais, Oui. c'est... Mais du coup, ils sont isolés. Ils ont presque pas de concurrents. Là, je sais pas si tu arrives à m'en citer un qui fait pratiquement la même chose. Ouais, si t'as des concurrents, t'as The North Face, Mais qu'ils ont cette même approche non, écologique. qui ont pas du tout cette même philosophie-là, Non, mais mais qui, justement, c'est ça, tu ouais. vois. Donc, ouais, t'as The North Face et tous les autres, je sais pas, toutes les autres marques qui font plein de choses dans le style. Et puis, tu sais, t'as ce truc, t'as ce schéma en marketing. D'ailleurs, ça me fait penser à l'école où justement, t'avais une matrice pour ton positionnement. Et je pense que bah, t'as tout le monde qui est là, genre au centre, à faire à peu près la même merde, et faire la même chose. Parce qu'on en a besoin aussi. Tout le monde n'a pas les moyens peut-être de prendre Patagonia, etc. Et puis t'as Patagonia qui sont là-haut tout seuls. Et puis bah, tous les gens pour qui c'est hyper important l'écologie, d'être responsable, etc., qui ont ces valeurs-là, bah finalement t'as pas de compétition. C'est le truc océan bleu, océan rouge, quoi. Je Après, pense c'est un game. C'est à quel jeu tu veux jouer, tu vois. Est-ce que ouais. tu veux. Le gros challenge là-dedans, c'est quand tu te lances et que tu as cette philosophie, tu as envie de faire les choses de cette manière-là, la vraie question c'est OK, en attendant que ça marche, si ça marche, comment est-ce que tu vas subsister en fait? Comment est-ce que Ouais, tu vas survivre? Et Yvon Chouinard, à ses débuts, le mec, c'était un hippie en fait. Il dormait dans les grottes, il mangeait des boîtes de conserve pour chats. Tu vois, le niveau de revenu dont il avait besoin était très très bas. Et lui, il était OK avec cet inconfort de... Ah, le gars, c'était un vagabond quoi. Et il a lancé son truc à l'arrière de sa voiture et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, tu vois. Et je pense qu'à eh oui, nouveau, on revient à ce challenge des gens qui se lancent, qui ont cette envie, c'est ça. d'exprimer leur philosophie, leur créativité, mais qui, vu qu'ils ont besoin de cash tout de suite, très vite, eh ben ouais, ce qui fait Mais rentrer... Mais moi, ma croyance, c'est que la plupart, la chance, ouais, tu parlais, je me disais, la chance sourit aux audacieux. Et, en fait, soit tu te dis, bah, ok, je vais créer une boîte lambda et je marquerai jamais, je resterai jamais dans l'histoire et elle disparaîtra un jour. Soit tu te dis, bah non, moi, c'est, en fait, l'un des concepts que j'ai découvert juste hier, je crois, c'était la loi des jeux. C'est quoi les jeux là? La loi des jeux. T'as les trucs, les jeux finis et les jeux infinis. Ça te parle? Ouais, Simon Sinek, non? Ouais, voilà. Et il disait, voilà, le business, c'est un jeu infini. Donc, en fait, ta boîte, logiquement, elle devrait te subsister, être là pour toujours. Et
t'as les entrepreneurs effectivement qui ils veulent devenir millionnaires dans j'allais dire dans les 10 prochaines minutes, mais dans les 2, 3, 4 ans. Ils sont hyper pressés en fait, et parce qu'ils sont pressés, bah, justement, ils agissent en conséquence, qui va être, bah, presser les gens, utiliser toutes les méthodes, inimaginables possibles et imaginables pour y arriver. Et mais je pense pas qu'il soit, il soit à l'agonie, tu vois? Je pense que et qu'il soit, et que ce soit si risqué que ça, que se dire: «Bah, non, attends, non, moi je veux vraiment, créer, quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui me dépasse, sur le long terme. J'ai pas vraiment besoin de faire 100 000 €, tu vois les chiffres que les gens t'annoncent, comment passer 10 000 à 100 000 par mois net, machin, tu vois? Je pense pas qu'on soit obligé de faire ça tout de suite, tu vois? Je pense qu'on peut prendre le temps et y arriver. Devenir millionnaire, en quelques années, c'est OK, tu vois? C'est pas grave si tu mets 20 ans. Est-ce que ça vaut pas, tu vois? C'est vraiment cette pensée long terme. Peut-être que est-ce que tu préfères être millionnaire en 20 ans et que ta boîte, dans 200 ans, elle est toujours là et elle accomplit ta mission, et touche des millions de personnes, ou, bah, devenir millionnaire en 3 ans, disparaître, pour moi, c'est pas viable sur le long terme. Pour moi, en fait, aujourd'hui, ça marche toujours comme ça, jusqu'au jour où ça marchera plus. Bah, c'est comme j'avais enregistré un épisode tout à l'heure, c'est comme les chauffeurs de taxi, tu vois, avant Uber. Ouais, ouais, bon, vas-y, on fait un petit détour du quartier, on fait genre on connaissait pas, on roule un peu plus doucement, machin. Ouais, ça marche, c'est cool, super, jusqu'au jour, où il y a Uber et puis on sait ce qu'on va payer, on sait le trajet qu'on va faire sur une carte et puis ça marche plus. Heu Et c'est comme ça pour tous les marchés, quoi. Ça marche jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui décide, bah tiens, moi je vais faire autrement. Et d'un coup, tu as l'air complètement ridicule. Ton système, il a été bâti sur de mauvais fondamentaux. Tu vends pour de mauvaises raisons. Et d'un coup, les gens, ils sont pas idiots, tu vois. Quand ils ont une alternative, eh ben, qui est meilleure, qui est supérieure, si elle n'est pas 10 fois plus chère, même si elle est un poil plus chère, ils y vont. Et puis toi, bah, qu'est-ce que tu deviens, quoi. Moi, c'est ça que je propose, c'est vraiment, bah, à ceux qui ont cette ambition-là, bah, devenons cette boîte qui va disrupter l'infoprenariat. J'ai fait un voyage en Inde récemment. Et Ah oui, c'est vrai. ouais, c'est super. Et un jour, donc on a visité New Delhi, Jaipur, Agra, bref, plein de villes. Et à Jaipur, donc c'est la ville rose, c'est une ville qui a été peinte en rose spécifiquement pour la visite du roi d'Angleterre. C'était dans les années 60 ou je sais pas quoi. Bah, le roi de Jaipur, il a peint toute la ville en rose parce que c'est la couleur, dans la tradition indienne, c'est la couleur de l'hospitalité. Et donc on est arrivé là-bas avec ma copine et on a pris une visite en tuk-tuk. Sur une application qui s'appelle Get Your Guide, quelque chose comme ça. Et l'Inde, le concept des tuk-tuk en Inde, c'est la dinguerie en fait. Les gars, ils veulent t'escroquer, ils te donnent des prix 3 fois supérieurs à ce que tu veux, En à ce fonction que ça de ta couleur coûte. de peau, de ton origine, ou Ouais, bien sûr. Donc tu t'es vraiment ça. sans arrêt sur tes gardes et c'était un vrai plaisir tu vois, on a dû payer 10 € je crois toute la journée pour ce chauffeur-là. Il s'appelait Khalid. Et en fait, donc il nous a pris, on a fait la visite et je lui demandais un peu de me raconter son histoire, de qu'est-ce qu'il fait et tout. Il dit ouais, moi j'ai commencé dans le bodybuilding, j'étais vraiment passionné par ça et tout quand j'avais 20 ans. Et puis il m'a montré des photos, le mec il était tanké, tu vois. Et après vers 25-26 ans en fait, il s'est rendu compte que c'était pas ça, qu'il lui manquait un truc, qu'il était plus du tout ouais, il était plus nourri par ce job-là. Et un pote à ce moment-là lui a recommandé qu'il avait cette boîte de guide de tuk-tuk, il lui a recommandé bah tiens essaye, tu vois, essaye, ça pourrait peut-être te plaire et tout. Et donc il a commencé, c'était en même temps qu'il apprenait l'anglais, qu'il prenait des cours d'anglais. Et en fait il a tout de suite accroché parce que le contact avec des étrangers, il avait pas les moyens de voyager dans d'autres pays, donc en faisant ça, au moins, il pouvait discuter en anglais avec des Américains, des touristes, etc. Et il ajoutait vraiment, il s'appelait Khalid, et il ajoutait vraiment de l'âme dans son tour. C'est-à-dire qu'il t'emmenait dans des endroits. À un moment, il nous a emmenés dans un endroit qui s'appelle le cimetière des rois.
à Jaipur avec des espèces de tombes en marbre, mais un truc hallucinant. T'as une énergie là-bas, t'as envie de t'asseoir et de méditer comme ça pendant 3 heures. Il nous racontait que quand il faisait son bodybuilding, il venait là tous les matins pour faire du yoga et tout. Ok. Et à la fin de la journée, on avait juste envie de lui lâcher, mais le typose de la mort, tu vois, parce qu'on était tombé Ouais. amoureux du mec, en fait. Ouais. Et il m'a dit, tu vois, quand j'étais bodybuilder et que je faisais ces compétitions-là, je gagnais beaucoup mieux ma vie. Aujourd'hui, j'habite avec ma famille, on est 17 dans la maison, tu vois. Le petit déjeuner, il me coûte tant, donc déjà, je sais que tous les jours, je dois gagner tant pour nourrir tout le monde au petit déjeuner. Et ouais, c'est pas facile, tu vois, mais le job que je fais, il me plaît, je gagne moins, mais je me sens vraiment épanoui, tu vois. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, et tu vois, j'ai fait le contraste avec cette idée de rien que de devenir millionnaire, tu vois. Mhm. C'est marrant, mais quand tu vas dans ces pays-là et que t'entends les histoires de personnes comme ça qui font un métier qui leur plaît pas et qui sont prêts à prendre un montant moins leur permet quand même de subvenir aux besoins de leur Oui. famille, mais qui les passionne, tu te dis, mais attends, c'est quoi le mode de pensée de devenir millionnaire? Tu vois, moi, vraiment, aujourd'hui, je te dis, millionnaire ou pas, en fait, c'est même pas que je veux pas, c'est pas ça la question, mais c'est que j'y réfléchis pas, en fait. Je veux juste avoir assez pour vivre une bonne vie, et ensuite, c'est faire ce que j'aime, tu vois. Et donc, en fait, j'ai Ouais, c'est l'impression que c'est quand tu intéressant. prends les choses sous cet angle-là, et je dis pas que c'est la seule manière. Il y a des gens qui veulent construire des grosses boîtes et respect à eux et qui le fassent, tu vois. Vraiment, des gens qui veulent construire une boîte qui va subsister pendant 100 ans. Mais allez-y, les gars, foncez. Il y a de la place pour tout le monde. Mais pour moi, c'est juste ce truc de, je veux gagner suffisamment. Attention, je veux être confortable. En fait, je veux pas penser à l'argent. Mais une fois que j'ai Exact. ça, je veux m'éclater, tu vois. Je veux envoyer des invitations comme toi tu le fais avec des citations, mais je veux le faire banco, tu vois. Et après, ouais, c'est Ouais. juste des différentes façons d'optimiser la vie en fait. Et je pense que c'est vraiment ça la question c'est vraiment ça qu'il faut clarifier parce que une fois que tu as clarifié ça, tu sais dans quelle niche, dans quelle industrie, quel marketing tu vas faire, etc. Tu vois. Exactement. Ah, c'est hyper inspirant parce que, en fait, le truc, je pense que les gens, et moi-même, hein, je m'inclus, je suis aussi partie du groupe Jean. Donc, ouais, en fait, on peut facilement mesurer l'argent, tu vois. Mais le bonheur, on a du mal à quantifier, tu vois. C'est ça qui est vraiment chiant parce que les gens, nous-mêmes, tu vois, tout ce qu'on fait, on essaie, on veut la meilleure vie possible, être le plus heureux possible. Et c'est vraiment, c'est pour ça que j'invite vraiment les gens et moi-même à me poser cette question régulièrement. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Est-ce que ce qui me rend heureux, c'est d'avoir plein d'invités et les inviter avec un message template copier-coller? Ou est-ce que c'est ce petit truc de... Si le but pour moi c'est d'être heureux, putain, c'est quoi qui est le plus, qui me rend le plus heureux? C'est aussi simple que ça. J'ai plein de choix. Je peux inviter les gens de manière totalement infinie. Je pourrais les taguer sur les réseaux, je pourrais leur envoyer une vidéo personnalisée, je pourrais les alpaguer à la sortie d'un séminaire. Enfin, je peux faire. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux, tu vois? Et, et bien sûr, qui me permet de vivre parce qu'on a tous besoin d'argent, tu vois. Et moi, c'est vraiment cette invitation parce que moi, j'ai le sentiment que tu vois, la plupart des gens, ils sont bienveillants. La plupart des gens, ils ont vraiment envie de bien faire les choses et qu'ils arrivent dans le business de l'infoprenariat avec plein d'idéaux et plein de bonnes valeurs. Et en fait, on leur présente que des techniques sales qui viennent des US, où on a vraiment une approche et une manière de voir, de faire, d'agir qui est vraiment différente. On leur présente des techniques copywriting des années 60, alors qu'on n'est plus dans les années 60. Enfin, on fait plus du one-shot aujourd'hui. Toi, tu le sais très bien, tu vois, les Gary Albert, machin, ils t'envoyaient une lettre de vente, ils vendaient pas, ils s'en foutaient. Nous, c'est plus le cas aujourd'hui. Tu les fidélises, les gens, donc tu peux pas raconter juste n'importe quoi en te disant, bah, de toute façon, ils savent pas qui je suis. Non. Donc, mais pourtant, les copies, on prend ces textes comme si c'était des textes, tu vois, qui étaient spirituels, qui étaient intouchables, qui étaient euh, le Graal, tu vois. Moi, non, je remets en question, je suis désolé, quand je vois les, les, les pages de vente de Gary Albert, bravo pour les résultats qu'il a obtenus. En fait, il mentait, quoi. Les armoiries de Gary Albert, du début jusqu'à la fin, c'est pas vrai l'histoire qu'il raconte. Il signe au nom d'une femme, c'est pas vrai.
il change des noms de famille en disant qu'il s'appelle autrement, c'est pas vrai. Il te dit qu'il a que quelques exemplaires, mais en fait, il t'en vendra autant que tu veux, c'est pas vrai. Enfin, en fait, et moi, je pense que, enfin, moi, je fais un appel vraiment aux gens qui se disent, bah vas-y, Francisco, moi j'ai envie de bien faire les choses, j'en ai marre en fait, parce que je pense que ce poids-là, il y en a qui le portent, il y en a qui ferment les yeux, qui se disent, bah vas-y, je confie ça à un copie, qui fasse comme il veut, et qui accepte le truc, c'est comme ça et on n'a pas le choix. Bah, moi, je veux être le gars qui dit, bah non, finalement, vous savez quoi, il y a moyen de faire autrement. Regardez, il y a plein de boîtes qui ont fait autrement. Viens, on essaie de faire autrement. Et on verra bien, tu vois. Même si on fait peut-être au début un peu moins, qui sait, peut-être même qu'on fera plus. Enfin, et peu importe, tu vois. C'est quoi la priorité? Qu'est-ce que tu cherches à faire aujourd'hui? Comment tu veux te sentir? Comment tu veux que les gens te perçoivent? Comment, si tes enfants, ils pouvaient voir ce que tu es en train de faire, comment tu es en train de le faire, tu vois? Ouais. Ouais, carrément. Réfléchir au-delà de l'argent, même si Mmh. moi, je veux quand même être très bien payé, les gars. Mmh. Ouais, carrément. Et je pense que ça veut pas dire non plus, tu vois, ce que tu dis là, ça veut pas dire non plus, bon, bah, ok, on lâche toutes les tactiques, on lâche toutes les Non, mais bien stratégies, on va sûr. juste envoyer des lettres d'amour à nos clients et ils vont acheter. Non, tu vois, il y a des stratégies, il faut avoir Ils une sont séquence valables. de bienvenue, tu peux mettre en place des automatisations, il y a tout un arsenal que tu peux utiliser, mais d'une Tout façon à un fait. petit peu différente, avec un message un peu différent. C'est ça. Tu vois, les gens s'inscrivent, tu peux leur proposer peut-être un appel, tu vois, si tu as la place pour ça. Quand tu démarres, t'as personne. Tu proposes T'attends. une petite discussion de découverte. Ben, donc, il y a des stratégies. Tu as besoin de trafic. Sans trafic, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux Ouais, bien préparer. sûr. Donc, il y a des stratégies. Après, il faut se former, quoi. C'est. C'est pas une question de tactique, c'est une question de curseur, où tu le places. Utiliser le principe de faire des promotions, c'est bien, c'est valable. Mais faire des fausses promotions, là, pour moi, on a mis le curseur trop loin. Quand tu dis, bah, cette formation, normalement, je la vends 2 000 €, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je la vends 1 000 €, et que tu l'as en réalité jamais vendue à 2 000 €, bah, c'est de la publicité mensongère et c'est, je crois que c'est 300 000 € d'amende et 5 ans de prison. C'est illégal. Tu vois, le curseur. Moi, je dis pas, en fait, bah, si c'est une vraie promo, c'est OK. Peut-être, justement, Louis Vuitton font peut-être des promos, Apple fait. C'est OK, selon le positionnement de ta marque, il n'y a pas de problème. Mais bah, au moment où tu mens, là, est-ce que c'est OK, tu vois? Mhm. Comment tu te sens? Enfin, c'est quoi les valeurs de ta boîte, toi? Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que, en fait, les gens, ils sont pas au courant de tout ça. Juste parce qu'on leur présente les copywriters, c'est comme des magiciens absolus, puis on leur fait confiance, on laisse faire, et puis on délègue, et voilà quoi. Mm. J'ai juste par curiosité, toi, dans le travail que tu fais avec tes clients, Ouais, c'est quoi quel est l'élément que quand tu le mets en place, il a le plus gros impact sur, ouais. j'allais dire, je sais pas si c'est les ventes, mais oui, à l'échelle Oui, de ouais. l'emailing, en tout cas à l'échelle vraiment du CRM, quel est le premier truc que tu mets en place qui vraiment fait une grosse différence? Bah, moi, ce que je mets en place, c'est mon système relationnel. C'est, j'appelle comme ça a un nom, c'est branding. Le système relationnel, c'est des newsletters qui sont pensés, qui sont calibrés pour entretenir une relation, pour créer une relation, et ça te dire comment tu fais pour avoir une relation avec quelqu'un, bah, comment toi et moi on a fait. Bah, on discute, on échange, on se parle, on prend des nouvelles. Euh, donc de manière concrète, par exemple pour un de mes clients, bah, pour créer cette relation, pour qu'on discute, bah, je leur propose de m'envoyer leurs questions, leurs problématiques. Et derrière, ensuite, je fais un email où je réponds aux questions des gens. Tu vois, on est dans l'échange, on est dans le partage. Et ça, on a mis en place ça avec mon client il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, c'est 100% du nurturing. On ne vend jamais rien. On a juste en bas du mail, on met des liens vers le site web. Mais d'ailleurs, sur le site web, il n'y a pas de page de vente, tu ne peux pas acheter. Mais on met 2, 3 liens, nos réseaux sociaux, etc. Mais c'est juste des emails relationnels. Et du coup,
Ça marche très bien. Pourquoi? Financièrement. Pourquoi? Parce que, bah, mon client, il fait des lancements, en fait. Il vend, il fait des challenges. Donc en gros, pendant 3, 4 jours, 5 jours, il a des invités, il fait des lives tous les jours, pendant 2, 3 heures et il vend à ce moment-là. Et après, il clôture, du coup, les ventes pendant 3 mois. Parce qu'il faut le momentum, tu vois? Si tu fais des challenges toutes les 2 minutes, tu donnes plus de raison de venir et cetera. Donc pendant 3 mois, on voit rien. Donc l'objectif ici, c'est vraiment, bah, de garder l'attention des gens parce que il faut pendant 3 mois, il faut tu vois? Et on est tous tellement, il y a tellement d'objets brillants, tellement de on suit 500 personnes en moyenne sur les réseaux sociaux. Donc voilà, des pubs dans tous les sens, machin. On veut qu'ils restent avec nous. Donc on entretient cette relation pendant les 3 mois à raison de 3 mails par semaine. OK. Et du coup, grâce à ça, en faisant ça, on a beaucoup de personnes, je ne sais pas quantifier, on n'a pas cette métrique, on devrait absolument l'avoir, mais je ne sais pas si on a 10-20% des gens de la liste qui viennent. Mais en tout cas, je sais qu'on génère entre 500 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires grâce à cette technique de nurturing. On n'aurait pas, si on n'entretenait pas cette relation, les gens juste y partiraient faire autre chose. Et donc jusqu'à 1 million de CA, mon client il fait ça, sur 6 millions à l'année. Donc il fait 6 millions, dont 1 parce que nurturing, vu ce que je lui coûte, j'avais fait le calcul, le ROI sur son investissement, c'est 4900% dans le pire des cas, s'il fait que 500 000, et s'il fait 1 million, bah, pratiquement 10 000% de ROI sur le nurturing, tu vois. Et comment tu t'y prends dans les emails? C'est-à-dire pendant ces 3 mois, tu fais une sorte pas de pré-vente, c'est-à-dire que tu as une grosse partie valeur et à la fin, tu dis que dans 3 mois, il y a ce truc-là, et qu'il y a une liste d'attente, j'imagine, Ouais. ou comment tu t'y prends? On fait pas ça. Non, c'est vrai. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. On fait pas ça. Nous vraiment, en fait, on parle pas de nos produits. On parle à rien. Juste, on est donc en fait, en gros, il y a j'ai défini trois types de mails. En fait, c'est la thématique, c'est la bourse. Donc voilà, des gens qui veulent investir pour créer un revenu passif comme ça. Donc le lundi, on a le conseil des sages. Donc on va prendre une citation, un conseil d'un grand investisseur et on va la décortiquer. Donc ça, c'est vraiment le mindset, tu vois. On fait comprendre parce qu'il y a plein de croyances limitantes sur la bourse. C'est la roulette russe, c'est une question de chance. Il faut parier, il faut avoir des tuyaux, tout un tas de croyances. Donc non, on lui fait vraiment rentrer. Tu vois, on fait augmenter le niveau de conscience, de maturité de la personne, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le lundi. Le mercredi, on traite une news parce que les gens ils flippent toutes les 5 minutes. Quand tu investis en bourse, putain, Trump il a dit qu'il allait augmenter les taxes. Mon Dieu, c'est la fin du monde, la guerre en Ukraine, machin. La Chine va peut-être envahir Taïwan. L'euro s'effondre, je sais pas quoi, l'immigration, blablabla. Les gens sont matrixés. C'est la fin. Nous, on décompose, on rassure, t'inquiète pas, regarde, il y a eu 40 guerres mondiales, enfin peut-être pas 40, mais on a eu 2, il y a eu plein de crises, le Covid, le World Trade Center et compagnie. Mais alors, Regarde, juste une toujours. question là-dessus. Comment tu t'y prends concrètement? C'est-à-dire que j'imagine que c'est ton client qui a le savoir, on va dire, l'expertise, même si j'imagine qu'à force de travailler dans l'industrie depuis un petit moment, t'as Ouais. ta bouteille. Mais tu vois, quand il y a une news qui sort, vous vous consultez un peu pour traiter de, OK, moi je pense Mm. ça, et du coup, on va aborder ça dans la newsletter, ou comment vous faites? Non, en fait, je fais tout seul en autonomie, OK. à 100% et depuis le début, parce que j'avais développé cette expertise. Et ça, c'est vraiment un des petits tips que je donnerais à un copywriter aujourd'hui. Copywriting, tout le monde peut l'obtenir. Tout le monde enfin, d'ailleurs, il y en a plein qui l'apprennent très vite, très facile, avec un peu de temps et d'investissement. Mais tu vois, la bourse, c'est pour ça que j'aime bien faire des trucs difficiles parce que, tu vois, et j'en ai cherché des copywriters. Et à chaque fois, je demande c'est quoi tes thématiques, est-ce que tu t'y connais en bourse? Ben non, les gens ne connaissent pas. Mhm. Ça, c'est dommage, c'est une opportunité. Donc ouais, j'ai développé cette compétence. De là du copy, ça c'est vraiment un tips que je donnerais vraiment. Prends un truc que personne connaît,
et deviens un expert. Et après, t'es dans ton océan bleu, quoi. Donc, donc ouais, je le traite moi-même. Après, du coup, bah, le samedi, c'est là on répond aux questions des gens. Donc toute l'année, dans tous les mails, on dit bah voilà, si t'as une question, enfin il y a le bouton, il est toujours là. Et du coup, on récolte une question par jour en moyenne. Et on a déjà reçu plus de 1000 questions. Et voilà, on y répond directement. Machin, il a demandé ça. Et du coup, en fait, tu vois, tu surmontes les objections, les peurs. Tu as toujours une majorité silencieuse. Il y a plein de gens qui ont exactement le même problème, mais ils n'osaient pas poser la question. Et du coup, tout ça, ça fait que, bah, au début, tu pars de ouais, vas-y, la bourse c'est chaud, ça a l'air compliqué, ça a l'air dangereux et nan. Et au bout de 3 mois, tu dis, mais en fait, c'est facile, en fait, c'est accessible, en fait, je peux le faire, en fait, il faut pas beaucoup d'argent pour y arriver, en fait, c'est passif, en fait, let's go, tu vois. Donc, on prépare la personne, elle est prête. Voilà. Ok. C'est ça la strat. Et dernière question, les emails qui, tu vois, quand tu réponds à une question ou que tu as un engagement particulièrement haut, ça montre, c'est un signal en tout cas que, ok, là, tu as touché vraiment une objection que beaucoup de gens ont, ou alors une question que beaucoup de gens se posent. Ces emails de valeur, parce que j'imagine que ça doit prendre quand même un petit peu de temps à rédiger, est-ce que les gens qui entrent dans le système, donc qui sont pas inscrits avant, ils entrent directement là-dedans? C'est-à-dire, si moi tout de suite je m'inscris, est-ce que je verrai jamais tous les emails que tu as envoyés avant, ou alors tu as une séquence de bienvenue où tu réinjectes les meilleurs emails Non, de la alors non, on newsletter? recycle pas. On les recycle, je les mets sur le blog de mon client, donc tous les emails. Là, on est en train de travailler sur une séquence de bienvenue, effectivement. Qui est assez, en tout cas, qui moi me semble assez innovatrice. Mais oui, on va travailler là-dessus. Parce que, ouais, on fait ça. Ok, trop cool. Ouais, parce que si t'as quelqu'un qui rentre et que en fait t'as déjà traité la majorité des objections et que tu peux réutiliser tout ça pour, Oui. j'ai pas envie de dire accélérer le truc, mais tu vois, pour lui mettre le bon contenu au bon moment dont il a besoin. Ça, justement, on est en train de personnaliser. On est en train d'envisager de faire des newsletters pour les gens débutants et les gens avancés. Ouais, ça, en fait, toi d'ailleurs, je suis curieux de voir, bon, vous, je sais pas si vous faites la segmentation, mais je serais curieux aussi que tu partages un petit peu ce que vous faites. On envisage, ouais, de faire 3 segmentations. Les gens qui sont désengagés, qui ouvrent pratiquement qu'un email, eux, bah, on a envie qu'ils cliquent, on a envie qu'ils interagissent ou voilà. Il y a les gens intermédiaires qui, eux, ouvrent pas mal d'emails, mais ils n'ont pas franchi le pas. Donc là, on envisage de mettre une newsletter qui va être des témoignages inspirationnels. On va montrer des études de cas d'élèves, des histoires, des choses comme ça pour leur montrer que c'est possible. Et on a envie. Et pour les gens qui ouvrent pratiquement tous les mails, qui sont clients, qui sont là depuis longtemps, bah eux, ils ont des questions beaucoup plus poussées, tu vois, ils investissent eux-mêmes, ils ont déjà leur portefeuille, peut-être qu'ils se disent, bah comment est-ce que je peux le transmettre une fois que je serai plus là, comment je peux créer un portefeuille pour mes enfants, voilà, ils ont d'autres questions. Donc là c'est en chantier, c'est le prochain chantier, ça aide de vraiment faire du sur-mesure, quoi. Mais du coup, vous faites quoi exactement au niveau des mails? Est-ce que tu as aussi des choses à partager là-dessus? Segmenter? Ouais, alors le setup de base, donc moi quand je suis arrivé, j'ai vraiment dû repartir de zéro en fait, parce que c'est une approche complètement différente de ce que tu peux avoir dans la niche de l'infoprenariat. C'est-à-dire que Ouais. là, on parle de très grosses listes email. Ouais. Avec un intérêt beaucoup moins important parce qu'on fait pas du tout du personal branding. Nous, c'est littéralement, tu vois, on est le dernier point on est le dernier point avant que la personne parte louer ses skis. C'est-à-dire que c'est sûr que la personne va louer ses skis. La question, c'est est-ce qu'on est là au bon moment pour la bonne personne avec la bonne offre, tu vois. C'est-à-dire, Ouais, ouais, bien on sûr. est vraiment entre ta upside, donc le unaware, problem aware, solution aware, your solution aware deal, on est vraiment à l'avant-dernier niveau de niveau de Il conscience. sait qu'il va prendre des skis, mais il sait pas encore chez qui. Voilà, c'est ça. Donc j'ai vraiment dû tout réapprendre, d'où ce dont je te parlais tout à l'heure, du fait de aller droit à l'essentiel dans la plupart des emails, etc. Et donc Bah, oui, c'est logique. Mais ouais, ça, c'est logique. C'est bien ce que tu as dit là, parce que c'est important que tu le dises, quoi, parce que
selon où il se trouve, tu dois adapter ta stratégie. Et c'est pas toi qui définis, bon, moi, ce qui me ferait kiffer, c'est ça, quoi. Mhm. Donc nous, on n'a pas tant de persuasion que ça à faire. Ce qui est important pour nous, c'est mettre en avant. Donc en termes de segmentation, très simple, on a ceux qui sont engagés, donc ceux qui ont ouvert dans les 30 derniers jours ou interagi, ceux qui sont non engagés, c'est-à-dire ceux qui ont pas ouvert les 90 derniers jours, et après tu as les Ok. inactifs, c'est ceux qui Ok. ont rien ouvert avant ça, et on a des séquences pour les réengager, et une fois qu'ils ouvrent un email de cette séquence, automatiquement ils sont réinjectés dans le segment des engagés. Donc, en termes de segmentation, c'est ça. Après, on a quelques segments qu'on va toucher au fur et à mesure de la saison, comme par exemple les clients les plus loyaux, tu vois, ceux qui ont acheté chez nous à répétition plus de 3 fois. Bon, bah, on leur envoie une promotion un petit peu plus intéressante, tu vois, par exemple. Et on leur dit, D'accord. voilà, vous êtes nos clients loyaux, voici ce cadeau exclusif pour cette année, ce qui en soi est pas faux. Ça fonctionne bien, mais c'est des petits segments. Et après, en termes de séquences, c'est un truc sur lequel je me suis beaucoup formé là ces derniers mois, parce que on va vraiment mettre le paquet sur tout ce qui est automatisation, donc séquence de bienvenue. Ouais, Donc quelqu'un qui nous connaissait pas avant et qui s'inscrit à notre liste email. bien sûr. Donc lui, il est un niveau un petit peu plus haut dans le fameux dans le funnel, tu vois. C'est ouais, je suis potentiellement intéressé par la location de ski. On m'a promis un code promo intéressant, je vais peut-être m'inscrire. Donc là, tu as plus de travail à faire sur qui on est, c'est quoi notre avantage, quelles sont nos propositions, nos USP. Donc par exemple, tu peux annuler jusqu'à la veille, avant le premier jour de location, tu peux annuler jusqu'à 24 heures avant, tu vois, c'est vachement bien parce que tu es flexible, tu sais pas si la neige va tomber, pas tomber, donc Ouais, c'est vrai. tu vois. Donc il y a tout ce travail là. Après, vu qu'on fait de l'e-commerce, il y a aussi des séquences sur abandon de panier, abandon de paiement, donc tout ça à mettre en place. On en a Ça, vous l'avez pas? Ça, vous avez pas ces séquences encore, On non? l'a, mais on doit vérifier si tous les triggers fonctionnent. Ok. Et donc ça, c'est tout un autre niveau aussi c'est ça qui est génial en fait quand t'es tout seul, c'est que souvent t'as un système ultra lean, ultra maigre si tu veux, et t'as le contrôle sur tout. Alors que quand c'est une boîte qui a 15 ans avec un logiciel, finalement, bah tout de suite tu dois passer par des développeurs, machin, c'est compliqué. Moi, j'y comprends rien en code. Donc, Ouais, vous n'êtes pas sur un outil non, récent là? on a tout, Vous n'êtes pas sur Klaviyo par non, exemple? on a tout customisé. Klaviyo, c'est pas idéal pour ce qu'ils appellent les moteurs de booking engine. Par exemple, booking.com, tu vois, ils sont pas sur Klaviyo. Et souvent, c'est des CMS qui sont customisés de A à Z. En fait, ils fabriquent leur propre CMS. Donc, ouais. Ouais. Donc il y a toute une autre dimension, si tu veux, au-delà en fait de juste la copie, la stratégie où tu dois coordonner avec les devs machin, mais ouais, c'est à peu près ça qu'on fait quoi. Et cette année, c'est Ouais. gros focus sur les Mmh. automatisations. Ouais, je pense que tu es dans un game du bon moment, du timing en fait. Exactement. C'est comme ça que tu gagneras, c'est en envoyant le bon mail au bon moment en fait. Et moi je m'étais intéressé pendant un moment à l'e-commerce, je crois pendant à peu près 1 an, j'avais essayé de percer là-dedans et j'avais, trouvé des tas d'études. Il y en avait une qui montrait, que plus tu avais justement de segments, non plus c'était Klaviyo. Il montrait plus tu avais d'automation, enfin plus tu générais de chiffre d'affaires. Donc ils en avaient des tonnes, genre pour leur anniversaire, ils récoltent la date d'anniversaire. Ah, c'est votre anniversaire. Ils essaient de trouver des prétextes pour t'envoyer un email. Ah tiens, ça fait 1 an, pile 1 an que vous êtes inscrit chez nous. Ah, ça fait 1 an que vous avez passé commande. Mhm. Et Mais ce qui est dingue, c'est que ça marche. Hein. ouais, Tu vas à certaines conférences, les mecs présentaient leurs chiffres. Bon, bien sûr, les chiffres sont, mais après, tu as des statistiques aussi, euh, comment dire, plus ouvertes et plus centralisées. Et ceux qui mettent en place, tu peux atteindre jusqu'à 60% du chiffre d'affaires avec les automatisations, et t'as même des boîtes exact, aujourd'hui qui font pas du tout leur chiffre principal avec les campagnes en fait. tout à C'est fait. les automatisations. Pourquoi? Parce que ça part en fait, l'automatisation elle est déclenchée à partir d'une intention et d'une action de l'utilisateur. Donc toi quand tu peux Exactement. customiser ton message par rapport à ça,
ça fait sens que ce soit plus efficace et que ça convertisse mieux. Oui, puis c'est perçu tout de suite comme moins invasif. Alors, j'ai vu que vous avez visité telle page sur ce produit, bah Mhm. voilà plus d'infos. Mhm. Tu te sens pas agressé, quoi. Alors qu'une newsletter, finalement, t'as rien demandé et c'est toi qui vient imposer le truc, quoi. Ouais. Pour sens, ouais, j'avais préparé tout mon argumentaire, j'avais plein d'études de cas. Je crois que c'était Wilkinson qui arrivait à faire ça, Mhm. des chiffres aussi impressionnants. D'après Klaviyo, c'est 30% de ton CA se fait avec des automatisations comme ça. Mhm. Bah, d'un côté, ça m'a fait penser pourquoi est-ce que on s'inspirerait pas pour l'infoprenariat, tu vois? Bah, carrément, Qu'est-ce qui nous interdit de faire ça? bien sûr. Et je pense que souvent, c'est justement, en fait, tu crées la nouveauté en allant voir ce qui se passe ailleurs, en voyant sur d'autres mondes, et tu le ramènes à ton marché, quoi. Et voilà. Et moi, ce truc de l'expérience client, je me dis, bah, tiens, je vais aller chercher, je vais regarder ce que font d'autres boîtes. Tiens, il y a des boîtes qui font hyper attention. Tiens, je vais le ramener dans l'infoprenariat, mais on peut ramener d'autres trucs comme ça de l'e-commerce. Mais nous-mêmes, on pourrait aussi amener des trucs dans l'e-commerce, pourquoi pas. Bon, là, je pense que ça serait beaucoup plus profond, quoi. Ça serait vraiment ce truc qu'on a discuté tout à l'heure, de revoir le positionnement de ton entreprise. Pendant qu'on discutait, je me disais, mais en fait, ce qui fait que les gens vont pas devenir clients, c'est que peut-être ils vont pas aller au ski, tu vois. Donc, comment est-ce que vous pourriez les motiver à aller au ski? Tu vois, ça pourrait être de créer une offre tout en un, ski plus séjour, plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ça peut être un point bloquant, ça peut être... Après, ça réinvente le business, mais pourquoi pas, tu vois? J'essaye de jouer avec ça parce qu'effectivement, il y a ça. C'est des fois, bah, les gens, le ski, c'est hyper cher. C'est une activité de riche, hein. Une semaine au ski en France, tu vas tout de suite dans les 1 500 € pour une petite famille ou quoi. C'est La pas, semaine, tu penses? ouais, la semaine, ouais. Dans des stations connues, style Arc 1800 ou quoi, tout de suite ça monte. Mais tu vois, moi j'essaie de jouer aussi des fois avec ça dans certains emails du style, il y en a un, donc on a toute la séquence de bienvenue. Et à la fin, il y a un dernier email où, bon, tu vois, ils ont ouvert tous les emails, ils ont toujours pas booké, parce que s'ils bookent, ils sortent de la séquence, naturellement. Et moi, je me suis dit, bon, s'il arrive à ce point, mais qu'il ouvre toujours, ça veut dire qu'il est intéressé, ça veut dire que là, c'est pas juste du fonctionnel, c'est de l'émotionnel. Et donc, j'ai écrit un email du style, ça fait combien de temps que tu repousses le ski, là? Là, c'est le moment d'y aller, là. Tu vas regretter ça quand t'auras 80 ans. Tu vas regretter tu vois, tu vas regretter de pas être à la montagne, l'air frais. Peut-être que t'es submergé par le boulot, mais un bon séjour à la montagne, tu sais, ça peut te remettre Tu les l'envoies idées le en vendredi place. soir, ça, genre. Tu l'envoies le vendredi soir quand il est fatigué, a passé une sale semaine et se dit, ouais, vas-y, t'as raison, faut profiter de la vie, c'est Mais maintenant oui, ou c'est ça, jamais. exactement. Donc tu peux jouer un peu avec ça, et c'est drôle, tu vois, Ouais, c'est ouais, fun. ouais. Donc Ouais, carrément. Je pense que, ouais, ça fait tout à fait sens, ouais. Cet aspect psychologique qui est pas juste, bah ouais, je fais mon bouton le plus vite possible avec le code promo, quoi. mhm. Je pense qu'il y a la place pour apporter ça, apporter autre chose, ouais. Ou ça peut être de l'inspirationnel. Je me disais, tu vois, tu pourrais envoyer une vidéo un peu fun d'un mec qui fait un truc rigolo au ski. Mhm. Putain, ouais, c'est marrant. Genre, les mecs qui font Toi, c'est du ski. Et j'imagine que vous... C'est quoi les... Putain, ça fait longtemps que je suis pas allé au ski. J'ai pas le vocabulaire. Tu sais, c'est pas les planches de surf, c'est pas ça. Mais Snowboard. c'est snowboard. Genre, un mec qui fait un trick de fou au snowboard et tu te dis, ah ouais, putain, trop bien. Ça, genre, tu lui mets l'eau à la bouche avec un gif où il fait un truc de fou. Mhm. Ça pourrait être fun. Se dire, ah ouais, Ouais, carrément. Et pourquoi pas, quoi. un truc que j'ai découvert que je soupçonnais pas, parce que moi je fais du ski depuis que j'étais petit, mais c'est juste voilà, sur les pistes, quoi. Et quand je suis arrivé ici, donc là ma boîte elle est en Slovaquie, mais on a aussi un bureau en Autriche. Et donc les Autrichiens, il y a très peu d'Autrichiens qui louent les skis, ils ont tous leur paire de skis, parce qu'ils skient Ah, depuis qu'ils ont d'accord. 2 ans, 3 ans, si tu veux. Et un truc que j'ai découvert, c'est que
les gens, en fait, en Autriche, en tout cas, ils vont pas au ski pour le ski, ils vont au ski pour ce qui s'appelle l'après-ski. Et l'après-ski, en fait, c'est quand tu descends des pistes, souvent ça ferme à 16 heures, et tout le monde va dans les bars se bourrer la gueule, faire la fête et tout, tu vois. Et donc, du coup, on a Ah, réfléchi, on s'est dit, mais attends, tu vois, on a ça utilisé la un angle du motivation. style, les économies qu'on te permet de faire, c'est quelque part du budget pour l'après-ski en fait. Et tu vois, tu vends le côté, bon bah imagine-toi l'air frais de la montagne, t'as tes petits snacks dans la main, un bon petit chocolat chaud après une bonne journée de ski, et tu vois, tu vends tout ce côté-là. Donc il y a moyen de se marrer en fait, il y a vraiment moyen de se marrer. Et c'est là que je te disais que l'aspect créatif peut aussi s'exprimer, mais d'une façon un petit peu différente, tu vois, d'un autre angle en fait. Tout à fait. Ouais, ouais, là, du coup, tu vends pas juste des skis, tu lui vends l'expérience, parce que Mhm. le mec, c'est pas des skis qu'il achète, ça va être le week-end sympa, ça va être ces moments-là précis. Les Ouais, souvenirs que si avec tu les l'écris enfants. bien, exactement. Mhm. Tu vois, mais je me dis, tu vois, t'aurais de la place pour du relationnel. Ça pourrait être, je me souviens, il y avait une étude de cas chez Stan Leloup dans sa formation. C'était un type qui avait, ouais, il écrivait pour un gars qui vendait des chaussures et il appelait tous les cordonniers de France pour essayer d'avoir des anecdotes des cordonniers, genre l'histoire de, je sais pas, tiens, qui ça pourrait être? Je sais pas, Céline Dion qui est venue ma petite boutique avec ses chaussures, elle les a oubliées et du coup je les expose enfin je sais pas, je les ai mis là. Et 5 ans plus tard, il y a son mec qui les a reconnus et qui les a achetés, tu vois. Genre, il récoltait plein de données, plein de petites anecdotes, histoires marrantes, et du coup il les racontait à chaque fois dans les emails. Et je me dis, tu vois, ça serait un truc sympa, Mais ouais. genre des anecdotes de ski, quoi. Racontez-nous des anecdotes de ski, des trucs marrants, ou je sais pas, vous avez oublié un truc, enfin, peu importe. Et du coup, les gens répondent dans les mails, ça va grave augmenter tes taux d'ouverture. Mhm. Et derrière, toi, ça te fait du contenu. Enfin, je pense qu'il y a moyen, tu vois, et d'un coup, t'es plus comparable, quoi. T'as tous les autres, genre, ok, bouton promo, ça vous le faites aussi, ok. Mais nous, vous avez le supplément d'âme, c'est que je sais pas, vous êtes différents. Enfin, vous avez ces petites anecdotes, ces petites histoires. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez pensé à ce genre de truc, mais d'un coup, tu reçois 3 mails. Ton concurrent, moi, je sais ce qu'il va y avoir dedans, lui aussi. Lui, il va y avoir quoi? C'est quoi l'histoire du jour? Tu vois? Là, ton offre, elle est supérieure. Tu vois, ton mail, c'est un kiff, c'est un plaisir de le lire, tu vois. Mhm. Moi, honnêtement, je pense, moi, en tant qu'utilisateur, si j'avais ton mail comme ça où j'ai mon code et ok, il y aura pas de problème, je reste. Mais en plus, j'ai une petite anecdote ah tiens, c'est marrant, m'est arrivé la même chose. Allez, vas-y, je réponds, je raconte. Non, ça, je pense, c'est le Saint Graal. C'est vraiment arriver à. C'est le Saint Graal. Quand tu arrives à donner envie aux gens de réouvrir ton truc parce qu'ils Bah ils oui, savent qu'ils auront un sourire jusqu'au moment où ils en ont besoin, en fait. Ils disent, voilà, là, c'est le moment où je vais acheter les skis, bah, qui j'ai en tête. Euh, Ça, c'est vraiment le Saint Graal. Et pour ça, en fait, tu peux pas être campé à la fois dans le côté 100% persuasion parce que tu vas perdre 80% des gens parce qu'ils sont pas tout de suite prêts à acheter. Donc tu vas avoir des inscrits et tu peux pas non plus être uniquement dans la petite anecdote et tout parce qu'il faut vendre. Donc c'est arriver vraiment à trouver ce c'est ça, c'est ça. ce ce sweet spot quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être tout à fait à propos, tu vois. Je t'envoie une image de ce mec qui fait du snow, bon, il fait un 360, je sais pas quoi. Bon, je vais pas te faire un rabais de 360%, je devrais te payer. Mais allez, je te fais 36% de rabais. Donc, du coup, tu vois, c'est assez logique. C'est un petit clin d'œil. Ça pourrait être des trucs comme ça. Pour moi, je suis convaincu qu'en fait, il faut qu'ouvrir le mail, ce soit une bonne expérience, tu vois. Est-ce que je vis une super expérience quand j'ouvre un mail et j'ai juste 3 lignes standards que tout le monde aurait pu écrire et un bouton? Ou est-ce que j'ai une meilleure expérience si j'ai ça aussi, plus une petite histoire rigolote, tu vois? Euh, Parce que c'est ça en fait. Toi, si t'as vécu une bonne expérience, t'as plus de chances, probablement, t'as plus de chances quand même de revenir, tu vois? Donc, ouais, c'est ça. Moi, je suis convaincu, quoi. Plus tu fais le bien, plus des trucs bien vont t'arriver. C'est le principe de réciprocité. Mm. Ouais, moi, c'est ça que je suis convaincu de ça.
Non, et puis ce qui est dingue Ouais, aussi, c'est que euh, en fait, ça paraît tellement logique quand tu sors tout ça du contexte de t'es derrière un écran et t'écris ton texte. Quand t'es dans la vraie ouais. vie, je veux dire, t'invites quelqu'un chez toi ou t'invites quelqu'un à prendre un café, donc c'est du temps qui va passer avec toi. Bon, bah, voilà, tu vas lui poser des questions, tu vas sourire, tu vas te coiffer, tu vas mettre un peu de parfum, tu vas lui proposer de l'inviter peut-être. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on a en nous. C'est juste, en fait, que on est, ouais, soit c'est un surplus d'informations, un manque de Ouais. confiance en son instinct et ses tripes aussi, tu vois, parce qu'il y a souvent cette aura autour des experts de marketing, ils disent de faire ça, bon, bah, tu vas le faire. Alors que toi, Mais c'est exactement ça. tu vois, C'est tout le monde est persuadé qu'il faut faire ce qu'ils sont en train de faire jusqu'au moment où il y a un gars qui fait tout le contraire et là, d'un coup, tu te dis, mais pourquoi on n'a pas fait ça pourquoi, avant? ouais. Ou alors tu te dis, j'y avais pensé, mais je pensais que ça me Mais j'ai fonctionnerait pas pas. osé. C'est ça. Bon. Et tu me disais de relations, je me dis, pourquoi tu ferais pas un live avec les gens, tu vois? Tu les invites à un live, imagine, tu fais venir un grand skieur, un grand snowboarder, je sais pas, qui vient donner des astuces, je sais pas quoi. Là, d'un coup, il y a tous les autres, et là, il y a nous. Et c'est pas comparable, en fait. Et même si et un jour, après, justement, ce qui se passe, c'est qu'un jour, vous pourrez même augmenter vos prix, parce que les gens, ils vont même plus voir les œuvres des autres. Aujourd'hui, ils vont dans le comparateur des comparateurs. Vous-même, vous êtes déjà un comparateur. Au bout d'un moment, tu as tellement tissé une relation avec la personne, il t'apprécie tellement, il t'aime toi, il aime cette marque. C'est comme, bah, toi, t'es en couple, t'aimes tellement ta femme, tu l'aimes tellement, tu vois bien des nanas super sexy dans la rue, partout, machin. On en voit plein. Mais tu t'en fous parce que t'es satisfait, t'as une relation telle, tu la connais, t'as un lien. Et moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Venez, créons ce lien, créons cette relation si puissante qu'après, bah, les gens juste y reviennent et peu importe le prix, à la limite, bon, il y a un seuil, hein, pas déconner non plus. Mais Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. ça, je veux dire. Mais parce que ils se disent quoi? Il se dit quoi ton chef? Ils se disent quoi? T'es probablement, hein, d'ailleurs. Je les connais pas, mais voilà, les autres font ça. Ah, j'ai vu que machin il a fait ça. Pourquoi nous on fait pas ça, tu vois? Mais nous, on a un cerveau, on a aussi la capacité de réfléchir et d'inventer des trucs. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est comme tu prends les voitures, tout le monde a toujours fait avec moteur thermique, tout le monde a fait comme ça, c'est comme ça qu'on fait une voiture, c'est pas autrement. Jusqu'au jour où il y a un gars qui dit, bah non, vas-y, on fait des voitures électriques. Ou la NASA qui fait des, des fusées à plusieurs milliards et qui les font exploser dans la mer. Mhm. Et puis il y a un gars qui dit, mais pourquoi on les récupère pas? Et là, tu dis, putain, un jour ça arrivera. Un jour dans l'e-commerce, les gens se disent, mais pourquoi on fait des boutons avec trois lignes et des putains de boutons? Mhm. Pourquoi? Tu vois, vraiment, j'aime challenger les trucs et me challenger aussi parce que, et ouais, moi je pense que c'est ça, c'est vraiment notre force. C'est vraiment, ça va être l'ouverture d'esprit, rester humble et prêt à changer et à évoluer. Et c'est comme ça que tu fais la diff. C'est pas en faisant comme tout le monde. Tu fais pas la diff si tu fais comme tout le monde. Tu auras juste des résultats normaux. Action normale, résultat normal, action exceptionnelle, résultat exceptionnel qui peut être très mauvais ou très très bon. Enfin, en tout cas, ça c'est vraiment une des croyances que j'ai, quoi. Mhm. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup de prendre le risque, tu vois. Au pire, bah ça marche pas et puis tu t'es pas obligé d'envoyer le mail à toute ta liste, hein. Tu peux très bien pendant un an, vas-y, on va tester ce format, on envoie des anecdotes. On envoie juste à 1000 personnes et à 1000 personnes, on n'envoie pas. Mhm. Ah, vu votre taille de liste, c'est quoi le coup? Ouais, carrément. Ou alors Après, je fais un test, je teste ça, je veux faire ça pendant 3 mois. ouais, ça peut être 3 mois. Si je le sens bien ou si les résultats sont bons, si les résultats que moi j'estime ou que je vise sont bons, bah on continuera. Sinon, non. Tu peux faire Ouais, ça voilà. aussi en public. Ouais. Ouais. Bon, écoute, il va falloir que on clôture malheureusement. Ma fille va sortir de la crèche et il faut que j'aille la récupérer. Mais ouais, c'est dommage. On va s'arrêter. Je pense qu'on aurait bien discuté encore un petit peu. Ouais, non, c'était super cool. C'était super cool de prendre des news, de voir aussi ton évolution. Et je pense que il y a des petites pépites à choper de la discussion. Mais je pense aussi, ouais. En tout cas, merci Egon et puis bah dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver.
ton podcast, la chaîne YouTube? Ouais, en ce moment, c'est plus sur YouTube. Egon Liberge, je recommençais à publier comme ça pour le fun. Ouais. Et puis on verra. Et puis ceux qui veulent s'inscrire au mail que j'envoie pas en ce moment, mais en tout cas me contacter ou moi j'ai juste une demande, c'est envoyez-moi un email personnel. J'aime bien discuter avec les gens. Donc sur mon site web egonliberge.com, il y a un lien pour m'envoyer un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. Trop bien. Bah, génial. Bah, merci encore et puis je t'envoie une invitation. Il faut que tu m'envoies ton adresse. Juste après, tu me l'envoies et voilà. Et puis on se recapte. Moi, j'aimerais bien que tu me dises si t'as tenté des trucs un peu fous là, et puis que tu me fasses un petit épisode, qu'on fasse des épisodes sur les tests qui ont marché et pas marché. Et voilà. Ouais, on pourra faire ça carrément. Et on n'a rien à perdre. De toute façon, on peut essayer. Non, il faut tester. C'est sûr, il faut tester. Faut pas se mettre en Sinon, danger, mais ouais, ouais, tu peux tu mets tester pas à en petite danger la échelle. boîte. Tu t'envoies 1000 personnes de ta grosse liste là. Bon, après, il faudrait que ça soit un échantillon qui soit quand même euh, significatif, quoi. Si tu l'envoies qu'à 100 personnes, ça peut être grave biaisé. Ouais, d'ailleurs, j'avais étudié en stats. Tu as une marge d'erreur qui augmente. Plutôt l'échantillon est petit. Bon, c'est assez logique ce que je viens de dire. Mais bref, tu me partageras peut-être tes astuces et moi aussi, parce qu'on va tous faire du chemin d'ici là. Bon, allez, Egon, merci Merci à toi, encore et à Francisco. bientôt. C'était un Ciao. plaisir. Ciao, ciao.